Paris, en ce début d'automne, possédait une beauté cruelle, presque chirurgicale. La lumière pâle du matin filtrait à travers les rideaux de soie lourds de la suite présidentielle de l'hôtel Ritz, découpant l'espace en zones d'ombre et de clarté, comme un échiquier sur lequel ma vie allait bientôt se jouer. Je me tenais debout, immobile, devant le grand miroir au cadre doré, fixant mon reflet, comme s'il s'agissait d'une étrangère. Celle qui me regardait de l'autre côté du verre était la perfection incarnée. Aurélie Beaumont, 32 ans, héritière d'un empire logistique, femme d'affaires redoutée, et aujourd'hui, la mariée la plus enviée de la capitale. Ma robe était une armure de dentelle et de soie, conçue par l'un des plus grands couturiers de l'avenue Montaigne. Chaque perle brodée à la main, chaque pli du tissu, tout criait la richesse, le pouvoir et la maîtrise. C'était ce que j'avais toujours été, une femme qui maîtrisait tout, mes émotions, mes affaires et même l'homme que j'allais épouser. Corentin Morel, Corentin. Rien qu'à penser à son nom, un mélange complexe de fierté et d'anxiété se nouait dans mon estomac. Il n'était pas né dans mon monde. Il venait de rien, d'une banlieue grise où les rêves meurent avant même de naître. Mais je l'avais vu. J'avais repéré cette étincelle de faim pure dans ses yeux il y a 5 ans. Il était brut, mal dégrossi, mais il avait une intelligence acérée et une ambition qui égalait la mienne. J'avais fait de lui mon projet le plus précieux. J'avais poli ses manières, je lui avais ouvert les portes des cercles fermés de la haute société, j'avais utilisé mes réseaux pour propulser sa petite start-up au sommet du CAC 40. Aujourd'hui, notre mariage n'était pas seulement une union romantique, c'était la fusion de 2 puissances, le couronnement de mon œuvre. Madame est prête ? La voix de la maquilleuse me tira de ma rêverie. Elle tenait un pinceau à lèvres, attendant mon approbation. Je m'approchai du miroir, examinant chaque millimètre de mon visage. Pas une seule imperfection. Mon teint était de porcelaine, mes yeux soulignés d'un trait noir impeccable qui accentuait leur froideur naturelle. « C'est parfait, dis-je, ma voix sonnant étrangement calme dans le silence feutré de la chambre. Laissez-nous, s'il vous plaît. » L'équipe de stylistes et de maquilleurs s'éclipsa avec une discrétion professionnelle, me laissant seule avec le poids de cette journée. Je m'assis sur le bord du lit, lissant le tissu de ma robe. Pourquoi avais-je cette sensation de froid qui me glaçait les os ? Ce devrait être le plus beau jour de ma vie. Corentin m'aimait. Il me le répétait chaque jour. Il me devait tout, certes, mais il y avait de la gratitude dans ses yeux, et peut-être même de l'admiration. N'était-ce pas là une forme d'amour plus solide que la passion aveugle ? La porte de la suite s'ouvrit sans qu'on frappe. Je n'eus pas besoin de me retourner pour savoir qui c'était. L'odeur de cigares froides et d'eau de Cologne coûteuse précéda mon père. Henri Beaumont entra dans la pièce, son pas lourd étouffé par l'épais tapis persan. Il portait son costume 3 pièces, avec cette arrogance naturelle qui l'avait toujours caractérisé. Il ne me regarda pas tout de suite. Il se dirigea vers le minibar, se servit un verre de whisky pur, bien qu'il ne fût que 10 heures du matin, et le but d'un trait. Ce n'était pas un geste de nervosité, mais d'habitude. « Tu es en retard ?» dit-il enfin, se tournant vers moi. Son regard parcourut ma robe sans la moindre trace d'émotion, comme s'il inspectait un bilan comptable. Les invités commencent à arriver à la cathédrale. Le préfet est déjà là. Ne nous fais pas honte, Aurélie. Je me levai, redressant la tête. J'avais appris très tôt que montrer de la faiblesse devant cet homme était une erreur fatale. Je ne suis pas en retard, père. C'est toi qui es en avance. Le cortège ne part que dans 20 minutes. Il grogna, posant son verre vide avec un claquement sec sur le marbre de la commode. Il semblait agité, ses yeux fuyants scannaient la pièce comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. « Où est Diane ?» demanda-t-il brusquement. Je sentis mes muscles se tendre. Diane, toujours Diane. Même le jour de mon mariage, c'était son nom qui résonnait en premier dans la bouche de mon père. Ma demi-sœur, le fruit de la trahison qui avait brisé ma mère. Diane, avec ses grands yeux de biche effarouchés, sa santé fragile et son talent inné pour attirer la compassion. Elle était tout ce que je n'étais pas, douce, vulnérable, inutile. Et c'était pour cela que mon père l'adorait. Elle flattait son ego de protecteur, là où mon indépendance l'irritait. « Je ne sais pas, répondis-je froidement. Elle devait venir m'aider à m'habiller, mais elle n'est jamais apparue. Sans doute une de ces migraines imaginaires. » Le visage de mon père s'assombrit. « Ah, ne parle pas de ta sœur comme ça. Tu sais qu'elle était fragile, elle m'a appelé hier soir. Elle pleurait. Elle disait qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle avait peur de gâcher ta fête. »« Elle a peur de gâcher ma fête ?» Je laissai échapper un rire bref et sans joie. « En ne venant pas, c'est le plus beau cadeau qu'elle puisse me faire. »« Aurélie. » La voix de mon père claqua comme un fouet. « Tu es cruelle, c'est ton problème. Tu as hérité de la froideur de ta mère. Tu as tout,
l'argent, la beauté, l'intelligence. Et maintenant, tu as Corentin. Diane n'a rien, elle n'a que moi. Un peu de compassion ne te tuerait pas. Je détournai le regard, fixant la fenêtre. Dehors, Paris s'éveillait, indifférente à nos drames familiaux. Diane n'a rien, c'était le refrain de ma vie. Parce qu'elle n'avait rien, je devais tout céder. Je devais comprendre, je devais partager, je devais m'effacer. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était mon moment. Allons-y, dis-je, coupant court à la conversation. Corentin m'attend. Le trajet jusqu'à la cathédrale Saint-Louis des Invalides se déroula dans un silence pesant. Assise à l'arrière de la limousine, je regardais défiler les monuments historiques, mais mon esprit était ailleurs. Je repensais à Corentin, à notre dîner de la veille. Il avait semblé distant, préoccupé. Quand je lui avais demandé ce qu'il y avait, il avait souri, ce sourire charmeur qui avait le don de désarmer mes soupçons, et m'avait embrassé le front en disant « C'est juste le stress, ma chérie. Demain, tout changera. Tout changera. » Je n'avais pas réalisé à quel point ces mots étaient prophétiques. La cathédrale se dressait devant nous, majestueuse et imposante. Une foule de photographes et de journalistes se pressait déjà derrière les cordons de sécurité. Le mariage de l'héritière Beaumont et du nouveau prodige de la finance était l'événement mondain de l'année. En sortant de la voiture, les flashs crépitèrent comme une tempête électrique. J'affichais mon sourire public, ce masque poli et inaccessible que je portais depuis l'enfance. J'avançais sur le tapis rouge, mon père à mon bras. Je sentais la tension dans ses muscles, mais pour les caméras, nous étions l'image parfaite de la dynastie française, puissant, uni, intouchable. À l'intérieur, la nef était baignée d'une lumière dorée et de l'odeur enivrante de milliers de lys blancs. Tout le gratin de Paris était là, des visages connus, des concurrents, des alliés, des faux amis. Ils se retournèrent tous sur mon passage, un murmure d'admiration parcourant l'assemblée. Je savourais cet instant. C'était ma victoire. J'avais construit cette vie, brique par brique, malgré l'indifférence de mon père, malgré l'absence de ma mère, malgré l'ombre collante de Diane. Au bout de l'allée, près de l'hôtel, Corentin m'attendait. Il était sublime. Son smoking noir, coupé sur mesure, mettait en valeur sa carrure athlétique. Ses cheveux sombres étaient coiffés en arrière, dégageant ce visage aux traits forts que j'aimais tant. Mais alors que je m'approchais, je remarquai quelque chose d'étrange. Ses mains, croisées devant lui, tremblaient imperceptiblement. Et ses yeux ne me regardaient pas avec amour ou fierté. Ils étaient voilés, inquiets. Il scannait la foule, les portes latérales, comme une bête traquée qui attend le coup de grâce. Je serrai le bras de mon père un peu plus fort. Une alarme silencieuse commença à sonner au fond de mon cerveau. Quelque chose ne va pas. Nous arrivâmes à l'hôtel. Mon père me lâcha sans un mot, sans un regard d'encouragement, et alla prendre sa place au premier rang. Je me tournai vers Corentin. Il prit ma main, ses doigts s'étaient loin glacés. « Tu es magnifique, murmura-t-il, mais sa voix manquait de souffle. C'était une récitation, pas une confession. « Corentin, chuchotai-je, tu vas bien? Tu es pâle. » Il força un sourire, mais ses yeux fuyaient les miens. « Ça va, c'est l'émotion. Commençons. » Le prêtre, un homme âgé à la voix solennelle, commença la cérémonie. « Mes chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici, aujourd'hui, devant Dieu, pour unir cet homme et cette femme et son... » Les mots flottaient autour de moi, irréels. Je me concentrais sur la main de Corentin dans la mienne. Je voulais sentir notre connexion, je voulais me rassurer. Je me disais que c'était juste le trac, que j'étais paranoïaque, que Diane n'était pas là pour gâcher ce moment, et que c'était tout ce qui comptait. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. La phrase rituelle, celle qu'on entend dans les films, celle qui n'est jamais suivie que par un silence respectueux dans la vraie vie. Le prêtre fit une pause théâtrale, balayant l'assemblée du regard avant de reprendre son souffle pour continuer. C'est à cet instant précis que les lourdes portes en chêne de la cathédrale s'ouvrirent, avec un grincement sinistre qui résonna sous la voûte de pierre comme un cri d'agonie. Le silence tomba instantanément, un silence lourd, absolu, terrifiant. Je me retournai lentement, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Tout le monde se retourna. 500 paires d'yeux fixés sur l'entrée. Une silhouette se tenait là, à contre-jour dans la lumière crue de l'extérieur. Une femme, elle avança de quelques pas, sortant de l'ombre, et le monde s'arrêta. C'était Diane, mais ce n'était pas la Diane que je connaissais, pas la jeune fille soignée et coquette qui passait des heures devant son miroir. Elle portait une robe blanche, simple, presque une chemise de nuit, froissée et tachée de boue au niveau de l'ourlet. Ses cheveux blonds, d'habitude si soyeux, pendaient en mèches grasses et désordonnées autour de son visage. Elle était pieds nus,
pieds nus sur le marbre froid de la cathédrale. Mais ce n'était pas le plus choquant. Le plus choquant, c'était son ventre. Un ventre rond, proéminent, qui déformait le tissu fin de sa robe. Un ventre de 6 ou 7 mois. Un murmure d'horreur parcourut l'église comme une onde de choc. J'entendis des halètements, des exclamations étouffées. Je restai figé, incapable de respirer, incapable de comprendre ce que mes yeux voyaient. Diane, enceinte, mais comment? Depuis quand? Elle n'avait pas de petite amie. Elle vivait recluse la plupart du temps. Diane leva la tête. Son visage était ravagé par les larmes, pâle comme la mort, mais ses yeux brillaient d'une fièvre intense, presque démente. Elle ne me regarda pas une seule seconde. Ses yeux étaient rivés sur Corentin. Corentin, sa voix était faible, brisée, mais dans le silence de cathédrale, elle porta jusqu'à l'autel comme un coup de tonnerre. Je sentis la main de Corentin se crisper violemment dans la mienne, me faisant presque mal. Je lâchai sa main, reculant d'un pas comme si j'avais été brûlée. Je me tournai vers lui. Son visage n'était plus pâle. Il était gris. De la sueur perlait sur son front. Il ne regardait pas Diane avec surprise. Il la regardait avec terreur, et soudain, je compris. La vérité me frappa avec la violence d'un train à grande vitesse. Ce n'était pas de la confusion dans ses yeux, c'était de la reconnaissance. Diane commença à avancer dans l'allée centrale. Elle marchait avec difficulté, une main soutenant son dos, l'autre posée protectrice sur son ventre. Elle pleurait, à chaudes larmes, un spectacle de désolation absolue, au milieu de ce luxe ostentatoire. « Pourquoi ?» sanglota-t-elle. « Pourquoi tu fais ça, Corentin? Tu m'avais promis ?» Les invités s'écartaient sur son passage comme si elle était porteuse de la peste. Je voyais les visages de mes associés, de mes amis, se déformer sous le choc et le dégoût. Mais leur dégoût ne se portait pas sur elle. Ils commençaient à se tourner vers nous, vers moi. Diane arriva au pied de l'autel. Elle s'effondra à genoux, ignorant totalement ma présence. Elle tendit les mains vers Corentin, comme une mendiante implorant une pièce. « Tu as dit que tu l'annulerais » cria-t-elle, sa voix montant dans les aigus, hystériques. « Tu as dit que tu m'aimais, que cet enfant serait notre famille. Regarde-moi, Corentin. C'est ton fils qui est là. » Elle frappa son ventre avec ses 2 mains, un geste désespéré qui fit frémir toute l'assistance. « C'est ton fils. » Le monde vacilla autour de moi. Les vitraux colorés de la cathédrale se mirent à tourner. Le sol sembla se dérober. Je dus m'agripper au bord de l'autel pour ne pas tomber. « C'est impossible, balbutiai-je, ma voix n'étant plus qu'un filet d'air. Corentin, dis-lui que c'est faux, dis-lui qu'elle ment. » Je le suppliais. Pour la première fois de ma vie, je suppliais quelqu'un. Je voulais qu'il rie, qu'il dise que Diane était folle, qu'elle avait perdu l'esprit. Je voulais qu'il appelle à la sécurité. Mais Corentin ne bougeait pas. Il fixait Diane, la mâchoire serrée à s'en briser les dents. « Diane, dit-il enfin, sa voix rauque, méconnaissable, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit d'attendre, je t'avais dit de ne pas venir. Ce n'était pas un démenti, c'était un aveu. Un cri de rage pure s'échappa de ma gorge. Je me jetai sur lui, le frappant à la poitrine avec mes poings serrés, oubliant toute dignité, toute retenue. « Tu as couché avec elle? Avec ma sœur ?» hurlai-je. « Pendant que je préparais ce mariage? Pendant que je construisais ton empire? Tu as engrossé ma sœur ?» Corentin attrapa mes poignets, essayant de me maîtriser. « Aurélie, calme-toi. Ce n'est pas ce que tu crois. C'était une erreur, un accident. » « Un accident ?» Diane se releva péniblement, les yeux flamboyants de colère à travers ses larmes. « Un accident, Corentin, les nuits qu'on a passées ensemble, les promesses que tu m'as faites quand elle était en voyage d'affaires. Tu m'as dit qu'elle était froide, qu'elle était comme un robot. Tu m'as dit que j'étais la seule femme qui te faisait sentir vivant. » Elle se tourna vers moi, et pour la première fois, nos regards se croisèrent. Il n'y avait pas d'excuse dans ses yeux, il y avait du triomphe, un triomphe maladif, tordu. « Pardon, Aurélie, dit-elle, changeant soudain de ton, redevenant la petite chose fragile. Je ne voulais pas te faire de mal, mais je ne peux pas laisser mon enfant naître sans père. Je t'en supplie, tu as tout, tu es forte, tu n'as pas besoin de lui comme moi. Laisse-le-moi. Laisse-nous être une famille. » La foule commença à murmurer. Et ce que j'entendis me glaça le sang. La pauvre petite. C'est vrai qu'Aurélie a toujours été dure. L'amour ne se commande pas. Il y a un enfant au milieu. C'est sacré. Ils étaient en train de changer de camp. Sous mes yeux, la mise en scène de Diane s'était parfaite. La femme enceinte, vulnérable, éperdue d'amour, face à la riche héritière glaciale et stérile. Elle jouait la carte de l'émotion contre celle de la raison, et elle gagnait. Mon père se leva de son banc. Il marcha vers nous. J'eus un instant d'espoir. Il allait la gifler. Il allait défendre l'honneur de la famille. Il allait chasser cette fille qui nous humiliait devant tout Paris. Mais Henri Beaumont passa devant moi sans me voir. Il alla droit vers Diane.
Il ôta sa veste de costume et la posa délicatement sur les épaules tremblantes de ma sœur. « Papa » soufflai-je, incrédule. Il se tourna vers moi, le visage tordu par une colère que je n'avais jamais vu diriger contre quelqu'un d'autre que moi. « Tu vois ce que tu as fait » cracha-t-il. « À cause de ton ambition, de ta froideur, tu as poussé ta sœur et ton fiancé dans les bras l'un de l'autre. Regarde-la. Elle porte mon petit-fils, le premier héritier, mâle de notre sang. Ton petit-fils, je reculai, horrifié. C'est un bâtard, père, conçu dans le mensonge et la trahison, et tu les défends. Je défends le sang, rugit-il, et je défends l'amour. Si Corentin a cherché du réconfort ailleurs, c'est peut-être parce qu'il ne trouvait qu'un carnet de chèques dans ton lit. La gifle verbale fut si violente que j'eus l'impression physique d'avoir été frappé. Des larmes de rage et d'humiliation montèrent à mes yeux, brouillant ma vue. Je me tournai vers Corentin. Il était mon dernier espoir, mon complice. « Corentin, dis-je, ma voix tremblante, dis quelque chose. Choisis. C'est elle ou moi. Maintenant, si tu pars avec elle, tu perds tout. La société, les investisseurs, ma protection, tout. C'était une menace. C'était la seule langue qu'il comprenait vraiment, l'argent et le pouvoir. Corentin regarda Diane, blottie contre mon père, son ventre rond mis en évidence. Puis il me regarda moi, debout dans ma robe de mariée à 100 000 euros, le visage décomposé mais le dos droit. Je vis les rouages tourner dans sa tête. Il calculait. Il pesait le pour et le contre. Diane représentait l'amour, peut-être, ou du moins le désir. Et maintenant, l'appui de mon père. Mais moi, je représentais la clé de voûte de son existence sociale et financière. Sans moi, il n'était rien. Et mon père, malgré sa colère actuelle, ne pourrait pas soutenir Corentin si je décidais de détruire sa réputation dans le monde des affaires. Le visage de Corentin se durcit. Le masque tomba, révélant une froideur qui me fit frissonner. Il s'avança vers Diane. Elle leva les yeux vers lui, pleine d'espoir, tendant la main. « Corentin, » murmura-t-elle, « ne me touche pas, dit-il. » Sa voix était basse, tranchante comme un rasoir. Diane se figea. « Quoi ? Tu as ruiné mon mariage, continua-t-il, parlant assez fort pour que les premières rangs entendent. Tu es une manipulatrice. Ce qui s'est passé entre nous n'était qu'une erreur d'un soir, une faiblesse que je regrette amèrement. Je n'aime qu'Aurélie. » Le choc sur le visage de Diane fut presque comique. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle pensait avoir gagné. « Mais... le bébé ?» balbutia-t-elle. « Cet enfant n'est pas le mien, » mentit-il sans sourciller, me regardant droit dans les yeux. « Je demande un test de paternité. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne veux plus jamais te voir. » Il se tourna vers les agents de sécurité qui attendaient, incertains, sur les côtés. « Sortez cette femme d'ici, » ordonna Corentin avec une autorité glaciale. « Elle trouble la cérémonie. »« Non, non !» hurla Diane alors que 2 gardes la saisissaient par les bras. « Corentin, tu ne peux pas faire ça. Papa, aide-moi !» Mon père fit un geste pour intervenir, mais Corentin le stoppa d'un regard. Un regard qui disait « Si vous la choisissez elle maintenant, vous perdez votre fille aînée et l'empire qui va avec. » Mon père, lâche comme toujours face au pouvoir réel, baissa les bras. Diane fut traînée hors de la cathédrale, ses talons raclant le sol, ses cris déchirants résonnant contre les murs de pierre. « C'est ton fils, Corentin, tu vas le payer, je vous maudis tous, je vous maudis. » Les lourdes portes se refermèrent sur elle, étouffant ses cris. Le silence retomba, encore plus lourd qu'avant. Une odeur de scandale et de malaise flottait dans l'air. Corentin se tourna vers moi. Il ajusta sa veste, passa une main dans ses cheveux et me tendit la main de nouveau. Son visage était redevenu calme, presque serein. « Pardonne-moi ce spectacle, mon amour, » dit-il doucement. « Reprenons. Où en étions-nous ? » Je regardais sa main tendue. Je regardais cet homme qui venait de renier sa propre chair pour sauver sa place au soleil. Je regardais mon père qui s'était rassis, la tête basse. Je regardais l'assemblée qui attendait la suite du feuilleton. J'aurais dû partir. J'aurais dû jeter mon bouquet à sa figure et courir. Mais je ne bougeais pas. Une froideur nouvelle s'était installée en moi, remplaçant la douleur. C'était la froideur de la survie. Si je partais maintenant, j'étais la femme trompée, humiliée, la victime. Si je restais, je gardais le contrôle, je gardais mes ennemis près de moi. Je pris la main de Corentin. Elle était chaude maintenant. « Continuons, dis-je. » Le prêtre, tremblant légèrement, reprit son livre. Mais au fond de moi, alors que je prononçais mes vœux, je savais une chose. Aurélie Beaumont était morte à l'instant où Diane était entrée. Celle qui disait « je le veux » n'était plus qu'une enveloppe vide, remplie de calculs et de vengeance à venir. Dehors, le ciel de Paris s'était couvert. L'orage arrivait. Le silence qui suivit le mariage ne fut pas celui de la paix, mais celui d'une tombe fraîchement scellée.
La réception qui avait suivi la cérémonie à la cathédrale s'était déroulée dans une atmosphère irréelle, presque hallucinatoire. Les invités, ces vautours en smoking et robes de soirée, avaient mangé mon homard et bu mon champagne millésimé tout en chuchotant derrière leurs mains manucurées. Je les voyais, du coin de l'œil, disséquer le scandale, savourer l'humiliation des Beaumont comme un dessert exquis. Corentin et moi étions assis à la table d'honneur, tels deux statues de cire, souriant jusqu'à en avoir mal aux muscles du visage, jouant le rôle du couple inébranlable face à l'adversité. Mais sous la nappe brodée, nos mains ne se touchaient pas à un toucher-palais. Il y avait entre nous un abîme creusé par les cris de Diane, un fossé rempli de doutes et de non-dits que même notre ambition commune ne parvenait plus à combler. La nuit de noces fut pire encore. Nous étions rentrés dans notre immense appartement du 16e arrondissement, un duplex avec vue sur la tour Eiffel, que j'avais acheté 6 mois plus tôt pour symboliser notre nouvelle vie. Corentin avait desserré son nœud papillon avec une lenteur exaspérante, sans me regarder. Il s'était versé un verre, puis un autre. Je m'étais assise sur le bord du lit, attendant. Attendant quoi? Une explication? Des excuses? Ou peut-être juste un geste de tendresse pour me prouver que j'avais eu raison de rester, raison de chasser ma propre sœur pour lui. « Tu crois qu'elle va revenir ?» avait-il demandé soudainement, sa voix brisant le silence de la chambre. Je levai les yeux. Il regardait par la fenêtre, fixant les lumières de la ville. « Qui? Diane ?» demandai-je, feignant l'indifférence. « Elle ne reviendra pas. Elle a fait sa scène. Elle a essayé de nous détruire. Elle a échoué. Elle sait que si elle remet les pieds ici, je lui couperai les vivres définitivement. » Corentin se tourna vers moi. Ses yeux étaient sombres, indéchiffrables. « Tu es dure, Aurélie. Parfois, tu me fais peur. Je suis dure parce que je dois l'être, » répliquai-je, sentant la colère monter. « Tu devrais me remercier. Si j'avais été faible, si j'avais écouté mon cœur ou mon père, ce soir, tu serais l'homme qui a annulé son mariage pour une fille instable, enceinte d'un bâtard. Ta carrière serait finie. Notre fusion serait morte. » Il ne répondit pas. Il finit son verre, posa le cristal lourd sur la table de nuit et éteignit la lumière. Ce soir-là, il dormit le dos tourné, loin de moi, au bord du matelas. J'étendis la main dans le noir, effleurant le vide entre nous. Le froid de cette nuit s'insinua en moi et ne me quitta plus. Les semaines qui suivirent furent une lente descente aux enfers. Diane avait disparu, littéralement. Mon père avait engagé des détectives privés dès le lendemain du mariage. Il était comme un animal blessé, arpentant son bureau de long en large, hurlant au téléphone, menaçant la terre entière. Pour lui, je n'étais plus sa fille. J'étais le monstre qui avait chassé son ange. Il ne me parlait plus que par onomatopée ou par invective. Chaque repas de famille du dimanche, une tradition que nous maintenions par pure hypocrisie sociale, devenait un tribunal où j'étais l'accusée silencieuse. Toujours aucune nouvelle, grognait-il en coupant sa viande avec une violence inutile. Elle est partie sans argent, sans vêtements, enceinte de 7 mois. Si elle est morte dans un caniveau, ce sera sur ta conscience, Aurélie. Je posai ma fourchette, le bruit du métal contre la porcelaine résonnant comme un coup de feu. C'est son choix, père. Elle est majeure. Elle a choisi de disparaître pour nous punir, pour te faire souffrir. C'est de la manipulation affective. Elle reviendra quand elle aura besoin d'argent. Tu ne connais pas ta sœur, hurla-t-il, faisant trembler les verres. Elle n'est pas comme toi. Elle a un cœur. Elle a été humiliée publiquement par sa propre sœur, et l'homme qu'elle... Il s'arrêta, jetant un coup d'œil venimeux à Corentin. Corentin, assis à ma droite, gardait la tête basse, jouant le rôle du gendre repentant et accablé. « Henri, je vous en prie, » dit-il doucement. « Je m'inquiète aussi pour elle. J'ai envoyé mes propres équipes à sa recherche. Nous la retrouverons. Toi, tais-toi, » cracha mon père. « Tu n'es qu'un opportuniste. Si Aurélie ne tenait pas les cordons de la bourse, je t'aurais déjà fait la peau. » Je regardais cette scène, et une fatigue immense m'envahissait. J'étais la méchante, la sorcière du château, et pourtant c'était moi qui continuais à gérer l'entreprise familiale, moi qui signais les chèques pour couvrir les dettes de jeu de mon père, moi qui utilisais mon influence pour étouffer les rumeurs dans la presse. J'étais le pilier qui soutenait ce temple en ruine, et ils crachaient tous sur moi en s'abritant sous mon toit. 3 mois passèrent. L'automne céda la place à un hiver gris et pluvieux. Paris devint une ville de fantômes, noyée sous un brouillard perpétuel. L'absence de Diane devint une présence obsédante. Son appartement était vide, la poussière s'accumulant sur ses meubles. Son téléphone était coupé, aucun mouvement sur ses comptes bancaires. C'était comme si la terre l'avait avalé. Parfois, la nuit, je me réveillais en sueur, croyant entendre ses pleurs ou voyant son visage déformé par la douleur dans la nef de la cathédrale. « C'est ton fils.
Cette phrase me hantait. Et si c'était vrai? Et si Corentin m'avait menti? Et si j'avais condamné mon propre neveu à naître dans la misère? Je chassais ces pensées. Non. Corentin était avec moi. Il travaillait d'arrache-pied. Il avait pris la direction de la nouvelle filiale que nous avions créée après le mariage. Il rentrait tard, épuisé, mais il était là. Il était attentionné, à sa manière. Il me préparait des tisanes le soir, me demandait comment s'était passée ma journée. Il ne me touchait pas beaucoup, prétextant le stress, la fatigue ou le respect pour mon deuil de la relation avec mon père. J'acceptais ses excuses. Je voulais tellement croire que nous étions une équipe. Puis vint le coup de téléphone. C'était un mardi soir de novembre. Il pleuvait des cordes. J'étais dans mon bureau, au siège de Beaumont Logistics, en train de revoir les contrats d'expansion vers l'Asie. Le téléphone sur ma ligne privée sonna. Une sonnerie stridente qui me fit sursauter. Je décrochai. Aurélie Beaumont. Madame Beaumont, ici le capitaine Renard, de la gendarmerie de Nice. Mon cœur rata un battement. Nice. Pourquoi Nice? Oui, je vous écoute, capitaine. Je suis navrée de vous déranger à une heure pareille, madame. Nous avons retrouvé une voiture, une Peugeot 208, immatriculée au nom de mademoiselle Diane Lamontagne. Je serrai le combiné, si fort que mes jointures blanchirent. Et ma sœur, est-ce qu'elle va bien? Il y eut un silence à l'autre bout du fil, un silence lourd, professionnel, celui qui précède les catastrophes. La voiture a été retrouvée en bas de la grande corniche. Il semble qu'elle ait fait une sortie de route, probablement à cause de la météo et de la vitesse. Le véhicule a pris feu après l'impact, madame. L'incendie a été intense. Je ne comprends pas, dis-je. La voix tremblante. Vous voulez dire, nous avons retrouvé 2 corps à l'intérieur, madame. Une femme et un nouveau-né. Le monde s'arrêta. Mon bureau disparut. Le bruit de la pluie contre la vitre s'estompa. Il ne restait que la voix du gendarme, distante et métallique. Les corps sont difficilement identifiables visuellement, mais les papiers d'identité ont été retrouvés dans un sac à main, éjecté du véhicule, et la plaque correspond. Nous avons besoin que quelqu'un vienne pour l'identification formelle, peut-être via des dossiers dentaires ou des objets personnels. Je laissai tomber le téléphone. Il heurta le bureau avec un bruit mat. Je restai assise là, fixant le vide. Diane, morte. Le bébé, mort, brûlé vif dans une voiture au fond d'un ravin. Je ne ressentis pas de douleur immédiate, juste un froid glacial, absolu, comme si on m'avait vidé de tout mon sang et remplacé par de l'eau glacée. C'était ma faute. La petite voix dans ma tête, celle que j'avais essayé d'étouffer depuis le mariage, se mit à hurler. Tu l'as chassée. Elle s'est enfuie. Elle est morte seule, sur une route dangereuse, avec son bébé, parce que tu ne voulais pas partager ton mari. La porte de mon bureau s'ouvrit. C'était Corentin. Il venait me chercher pour dîner. Il vit mon visage et s'arrêta net. « Aurélie, qu'est-ce qu'il y a ?»« Tu es blanche comme un linge. » Je levai les yeux vers lui. Il avait l'air si calme, si vivant. « Diane, » murmurai-je, « elle est morte. Accident de voiture à Nice, avec le bébé. » Je vis le choc traverser son visage. Mais c'était un choc étrange, pas de la tristesse pure. C'était comme du soulagement mêlé à de la panique. Ses pupilles se dilatèrent, il se précipita vers moi, me prit par les épaules. « Quoi? Tu es sûr? Qui a appelé? »« La gendarmerie. Ils veulent qu'on vienne identifier les corps. » Corentin me serra contre lui. Je sentais son cœur battre fort contre ma joue. Mon Dieu, c'est horrible, horrible. Il me caressait les cheveux, mais ses gestes étaient mécaniques. « Je vais appeler ton père. Je ne peux pas te laisser faire ça. C'est moi qui vais l'appeler. » Il prit le téléphone, ses mains tremblant légèrement. Je l'écoutais annoncer la nouvelle à mon père. J'entendis le cri de bête blessée à l'autre bout du fil, un hurlement de douleur pure qui me traversa l'âme. Corentin raccrocha, le visage grave. Il veut partir tout de suite. Il prend son jet privé. Il veut que je vienne avec lui. Il dit qu'il ne veut pas te voir. Je fermai les yeux. Je comprends. Je vais y aller, Aurélie, dit Corentin en me prenant le visage entre ses mains. Il me regardait avec une intensité nouvelle. Je vais l'accompagner. Je vais gérer ça. Toi, reste ici. Tu ne peux pas voir ça. C'est trop violent. Je m'occupe de tout. Je protège la famille. Merci, soufflai-je, pathétique de gratitude. Corentin partit avec mon père dans la nuit. Je restai seule à Paris. Les 3 jours qui suivirent furent une torture. J'étais enfermée dans notre appartement, rideaux tirés, incapable de manger, incapable de dormir. La télévision passait en boucle des informations muettes. J'imaginais la scène. La route sinueuse sous la pluie. La perte de contrôle. La chute, les flammes, les cris. Est-ce qu'elle avait crié mon nom? Est-ce qu'elle m'avait maudite avant de mourir?
Et le bébé, ce petit être innocent qui n'avait même pas eu de nom, était-il le fils de Corentin? Je ne le saurais jamais. Le feu avait emporté la vérité. Mais le doute, lui, était indestructible. Corentin m'appelait régulièrement. Sa voix était basse, fatiguée. C'est un cauchemar, Aurélie. Ton père il est détruit. Il ne mange pas. Il ne parle pas. Il reste assis à la morgue à regarder le sac. Les corset sont méconnaissables. On a dû utiliser les empreintes dentaires de Diane. C'est bien celle. Et le bébé? C'est un garçon, tout petit. C'est fini, Aurélie. Tout est fini. Quand ils rentrèrent à Paris, une semaine après l'enterrement qui avait eu lieu à Nice dans la plus stricte intimité, à la demande de mon père qui refusait que je sois présente, l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus de la froideur, c'était de la haine. Je les attendais dans le grand salon de la résidence familiale de Beaumont. J'étais vêtue de noir, amaigrie, l'ombre de moi-même. Quand la porte s'ouvrit, mon père entra le premier. Il avait vieilli de 10 ans en 10 jours. Il marchait avec une canne, le dos voûté. Corentin le suivait, le soutenant par le bras, tel un fils dévoué. Je m'avançai vers eux. « Père !» Henri Beaumont leva la tête. Ses yeux étaient rouges, injectés de sang. Il me vit, et soudain, une énergie démoniaque sembla le traverser. Il se redressa, repoussa Corentin, et marcha vers moi. Il n'hésita pas. Il leva la main et me gifla de toutes ses forces. Le bruit claqua dans le salon immense. Ma tête partit sur le côté. Je sentis le goût métallique du sang dans ma bouche. Je ne portais pas la main à ma joue. Je restai là, figé, acceptant le coup comme une sentence. « Assassin !» hurla-t-il. Sa voix se brisait, rauque de pleurs. « Tu es contente maintenant? Hein? Tu as gagné. Il n'y a plus de rival. Il n'y a plus de bâtards pour menacer ton héritage. Ils sont morts, calcinés. » Il me saisit par les épaules et me secoua violemment. « C'est toi qui l'as tué. C'est ta jalousie, ta méchanceté. Si tu l'avais accueillie, si tu avais eu un gramme d'humanité le jour de ton mariage, elle serait ici. Mon petit-fils serait dans son berceau. Père, Tais-toi !» Il me repoussa, me faisant trébucher. Je tombai sur le tapis. « Je ne veux plus t'entendre. Tu me dégoûtes. Tu n'es plus ma fille. Diane était la seule qui m'aimait vraiment. Et tu me l'as prise. » Il s'effondra dans un fauteuil, sanglotant, cachant son visage dans ses mains. Je restai au sol, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. La culpabilité m'écrasait. Il avait raison. C'était ma faute. J'avais été impitoyable. J'avais mis mon orgueil au-dessus de la vie de ma sœur. Je sentis des mains fortes me relever. C'était Corentin. Il me souleva comme une poupée de chiffon et m'emmena dans le couloir, loin de mon père. « Viens, dit-il doucement. Laisse-le. Il est fou de douleur. » Il m'emmena dans la bibliothèque et ferma la porte. Il me fit asseoir sur le canapé en cuir et s'agenouilla devant moi. Il prit mes mains froides dans les siennes. « Aurélie, écoute-moi, ce n'est pas ta faute, dit-il. » Mais ses yeux disaient le contraire. Il y avait dans son regard une sorte de pitié condescendante qui me faisait plus mal que la gifle de mon père. « Si c'est ma faute, Corentin, pleurai-je. J'aurais dû l'aider, j'aurais dû annuler le mariage, je suis un monstre. » Corentin soupira. Il se leva et commença à faire les 100 pas. « C'est compliqué, Aurélie. Ton père, il est persuadé que tu as du sang sur les mains. Il parle de te déshériter, de te virer de l'entreprise. Il dit qu'il ne peut pas travailler avec l'assassin de sa fille. » Je levai la tête, paniquée. L'entreprise était ma vie. C'était la seule chose qui me restait, la seule chose qui me définissait. Il ne peut pas faire ça. Je possède 40% des parts. Je suis la directrice générale. Il a 55% avec les parts de ta mère qu'il a rachetées jadis, rappela Corentin doucement. Il peut te détruire, Aurélie. Et dans son état actuel, il le fera. Il veut se venger. Il a besoin d'un coupable. Il revint s'asseoir près de moi, sa voix devenant un murmure insidieux, comme un serpent s'enroulant autour de ma gorge. Mais il y a peut-être un moyen de le calmer, un moyen de faire amende honorable. Lequel? Demandai-je désespérément. Je ferai n'importe quoi. Corentin me regarda fixement. Il faut que tu lui montres que tu n'es pas attaché au pouvoir, que tu regrettes, que tu es prête à sacrifier ton ambition pour la famille. Comment? Cède-lui tes parts. Temporairement. Je le regardai, stupéfaite. Quoi? Écoute-moi, insista-t-il, pressant ma main, juste le temps qu'il fasse son deuil. Tu te retires de la direction, tu lui rends le contrôle symbolique, tu lui montres que l'argent ne compte pas pour toi. Ça va désamorcer sa colère. Il verra que tu es sincère dans ton repentir. Mais si je lui donne mes parts, je n'ai plus rien. Tu m'as, moi, dit Corentin avec une ferveur convaincante, et je serai là pour veiller au grain. Il m'aime bien, maintenant. Depuis que je l'ai accompagné à Nice, il me voit comme un fils. Si tu te retires, il aura besoin de quelqu'un pour gérer le quotidien. Je prendrai ta place par intérim, je protégerai tes intérêts, je protégerai notre avenir. Et quand il se calmera,
Dans un an ou deux, on te réintégrera. Je regardais cet homme, mon mari. Il avait l'air si sûr de lui, si protecteur. C'était la solution logique. Je ne pouvais pas affronter mon père dans cet état. Je ne pouvais pas gérer l'entreprise avec ce poids sur la conscience. J'avais besoin de disparaître, de me cacher. « Tu crois que ça marchera ?» demandai-je faiblement. « C'est la seule façon de sauver la famille. Aurélie, fais-le pour Diane. Fais-le pour prouver que tu n'es pas le monstre qu'il croit. Fais-le pour Diane. » Cette phrase fut le coup de grâce. Le lendemain matin, dans le bureau sombre de la maison familiale, devant un notaire convoqué en urgence, je signai les papiers. Mon père était assis en face de moi, le visage fermé, ne me jetant pas d'un regard. Je signai l'acte de cession de mes parts de Beaumont Logistics à Henri Beaumont. Je signai ma démission du poste de directrice générale. Et dans le même mouvement, sur la suggestion bienveillante de mon père, soufflée par Corentin la veille, je signai une procuration générale donnant à Corentin Morel les pleins pouvoirs pour gérer les actifs familiaux en raison de l'état de santé fragile de mon père. Quand je posai le stylo, je me sentis vide. J'avais tout donné, mon héritage, mon travail, mon identité. C'est fait, dis-je, la voix éteinte. Mon père prit les documents. Il les rangea dans un dossier, sans un mot de remerciement. Il se leva péniblement. « Tu peux partir maintenant, » dit-il froidement. « Je ne veux plus te voir ici. » Je me tournai vers Corentin. Il était debout derrière le fauteuil de mon père, une main posée sur l'épaule du vieil homme. « Omaasé. » Il me regarda, il ne sourit pas, mais il y avait dans ses yeux une lueur étrange, une lueur de satisfaction absolue. Je sortis de la pièce, chassé de mon propre royaume. Les mois qui suivirent furent une période de brume. Je vivais recluse dans notre appartement. Je ne sortais plus. Je ne voyais personne. Je passais mes journées à regarder les murs, rongés par le remords. Corentin rentrait de plus en plus tard. Il était devenu le nouveau roi de Paris. Les magazines d'affaires faisaient ses unes. Corentin Morel, le gendre prodige qui sauve l'Empire, Beaumont après la tragédie. Il était brillant, charismatique, il avait restructuré l'entreprise, licencié mes anciens fidèles, placé ses propres hommes. Avec moi, il était distant, parfois cruel. « Tu as encore pleuré ?» me lançait-il en rentrant à minuit, sentant le parfum d'une autre femme, peut-être, ou juste l'odeur du succès qui m'échappait. « Arrête de te morfondre, c'est pathétique, tu as voulu cette vie, assume-la. »« Je ne voulais pas qu'elle meure, protestai-je. »« Mais elle est morte, coupait-il sèchement. Et grâce à ton sacrifice, l'entreprise se porte mieux que jamais. Tu devrais être contente, tu es une femme au foyer maintenant, c'est ce que tu mérites après ce que tu as fait. » Il commença à me manipuler subtilement. Il changeait mes médicaments. Il me disait que j'avais oublié des choses que je n'avais jamais dites. Il me faisait douter de ma propre santé mentale. « Tu deviens comme ta mère », disait-il avec un faux air inquiet, hystérique, paranoïaque. « Peut-être que tu devrais aller te reposer dans une clinique. » Je résistais. Je m'accrochais je reprochais à l'idée que je devais expier ma faute, mais que je n'étais pas folle. J'essayais désespérément de tomber enceinte. Je me disais qu'un enfant pourrait tout réparer, qu'un enfant ramènerait la joie, adoucirait mon père, ferait revenir le Corentin aimant du début. Mais rien ne se passait. Chaque mois, le test était négatif, et chaque mois, Corentin me regardait avec un dégoût grandissant. « Tu es stérile, disait-il. C'est ta punition. Dieu ne veut pas que tu te reproduises. Tu es une branche morte, Aurélie. » 4 ans passèrent ainsi. 4 ans de solitude, de culpabilité et d'humiliation silencieuse. J'étais devenue un fantôme dans ma propre vie. Corentin et mon père étaient inséparables, dirigeant l'Empire, accumulant les richesses, tandis que je dépérissais. Jusqu'à ce jour fatidique. Le jour de l'entrée en bourse. Le jour où je crus, l'espace d'un instant, que la lumière allait enfin revenir. J'étais dans la salle de bain, tremblante, regardant le petit bâtonnet en plastique. 2 traits. Positif. Je clignais des yeux. J'étais enceinte, après 4 ans d'échecs, de désespoir, de punition divine. J'étais enceinte, une joie immense, sauvage, m'envahit. C'était le signe que le pardon était possible, que la vie pouvait recommencer. J'allais donner un héritier à Corentin, un petit-fils à mon père. Tout allait s'arranger. Je m'habillais en hâte, je voulais annoncer la nouvelle à Corentin en personne. Il était au Palais Brongniart pour la cérémonie d'introduction en bourse. C'était son grand jour, et j'allais lui offrir le plus beau des cadeaux. Je pris un taxi, serrant le test de grossesse dans ma main comme un talisman. Je me sentais revivre. Les couleurs de Paris semblaient plus vives. J'arrivai au palais. La sécurité me laissa passer, bien que l'on me regardât avec curiosité. L'épouse recluse, qui sortait enfin de sa tanière. Je montai vers les loges VIP, là où Corentin se préparait avant son discours. Le couloir était désert.
J'entendis sa voix venant d'une porte entr'ouverte. Il parlait fort, avec cette assurance arrogante qu'il avait acquise ces dernières années. Il riait. Je m'approchai, le sourire aux lèvres, prête à pousser la porte. « Félicitations, mon vieux. » C'était la voix de son ami et avocat, Julien. L'introduction est un triomphe. L'action a déjà pris 15%. Tu es le maître de Paris. Je te l'avais dit, répondit Corentin, le bruit d'un bouchon de champagne sautant ponctuant sa phrase. Le vieux Beaumont mange dans ma main. Il est sénile, obsédé par le souvenir de sa fille morte. Il signe tout ce que je lui présente. Et ta femme, la reine des glaces demanda Julien en ricanant. Elle ne se doute de rien. Je me figeai, la main sur la poignée. Corentin éclata de rire. Un rire froid, méchant. Aurélie, cette pauvre idiote, elle est complètement brisée. Elle passe ses journées à pleurer sur une tombe vide. Elle croit qu'elle est maudite. Elle ne sait même pas que je mets des contraceptifs dans son café tous les matins depuis 4 ans. Le monde s'écroula une deuxième fois. Contraceptifs ? Tu es un génie du mal, Corentin, dit Julien avec admiration. Mais pourquoi ? Tu ne veux pas d'héritier ? Pas avec elle, cracha Corentin. Je ne veux pas que son sang se mélange au mien. Elle n'était qu'un marchepied, Julien. Une vache à lait. J'ai pris son argent, ses relations, son entreprise. Maintenant qu'elle m'a tout donné, elle ne sert plus à rien. Il fit une pause et le ton de sa voix changea. Il devint plus doux, presque tendre. De toute façon, j'ai déjà une famille et il est temps qu'elle prenne sa place. Tu veux dire ? Oui, Diane et le petit arrivent ce soir. Je cessai de respirer. Diane ? Demanda Julien, surpris. Mais elle était morte. L'accident, les corps, tout ça, c'était du théâtre, mon ami, dit Corentin avec suffisance. Une mise en scène brillante. On a trouvé 2 corps non réclamés à la morgue de Marseille, un peu d'essence, une voiture volée. Le vieux Henri, elle a été facile à duper. Il était aveuglé par le chagrin. Quant à Aurélie, sa culpabilité a fait le reste. Diane est vivante ? Bien vivante. Je l'ai cachée dans une villa en Italie pendant 4 ans. Elle a élevé notre fils, Léo. Il a 4 ans maintenant. Il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est lui, mon héritier. Pas un hypothétique morveux sorti du ventre sec d'Aurélie. Je sentis mes jambes se dérober. Je m'appuyais contre le mur pour ne pas tomber. Diane était vivante. Le bébé était vivant. C'était le fils de Corentin. Et tout, absolument tout. L'accident, la mort, le deuil, la culpabilité, la cession des parts, tout n'était qu'un mensonge. Un complot orchestré par l'homme que j'aimais et la sœur que je pleurais. Corentin reprit la parole. Ce soir, après la fête, je vais demander le divorce. Je vais jeter Aurélie dehors. Elle est vieille, elle est usée, et maintenant que la société est cotée en mon nom personnel via la holding, elle ne peut plus rien toucher. Je vais ramener Diane. Je vais dire au vieux que c'est un miracle, qu'elle a survécu, qu'elle avait perdu la mémoire. Il gobera n'importe quoi pour retrouver sa fille chérie. Et Aurélie ? Aurélie ? Corentin eut un petit rire méprisant. Qu'elle crève. Elle a déjà servi son but. Je regardais le test de grossesse dans ma main. Les 2 traits rouges semblaient me brûler la rétine. La douleur qui m'envahit alors, ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas du désespoir. C'était quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus sombre. C'était la haine. Une haine froide, absolue, cristalline. Je rangeai le test dans ma poche. Je séchai mes larmes. Je redressai mon dos. Je ne poussai pas la porte. Je fis demi-tour. Je marchai le long du couloir, mes talons claquant sur le sol avec un rythme nouveau. Un rythme de guerre. Ils pensaient que j'étais brisée. Ils pensaient que j'étais finie. Ils avaient oublié qui j'étais. J'étais Aurélie Beaumont. Et j'allais brûler leur monde jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Je n'ai pas poussé la porte. Je n'ai pas fait irruption dans la loge pour griffer le visage de Corentin ou pour hurler ma rage au visage de ces hommes qui riaient de ma destruction. Je suis restée là, immobile, une main posée sur mon ventre plat, où la vie venait de s'annoncer, l'autre serrée sur le chambranle froid de la porte, écoutant les dernières miettes de mon existence se désintégrer. Ils riaient, ils trinquaient au champagne, célébrant non seulement leur succès financier, mais aussi la réussite parfaite de leur crime. J'étais leur chef-d'œuvre, la femme riche dépouillée, l'épouse stérile moquée, la sœur endeuillée, manipulée. Chaque rire de Corentin était un coup de poignard. Mais étrangement, je ne saignais plus. La plaie s'était cautérisée instantanément sous l'effet d'une chaleur blanche et intense. La haine, une haine si pure, si absolue, qu'elle en devenait presque apaisante. Je me suis retournée lentement, mes talons s'enfonçant dans la moquette épaisse du couloir désert du palais Brongniart. Je marchais comme un automate, mais mes sens étaient décuplés. Je voyais chaque grain de poussière dans la lumière des appliques, j'entendais le bourdonnement lointain de la climatisation.
Je suis sortie par une porte de service, évitant les journalistes et les photographes qui attendaient le génie de la finance à la sortie principale. Dehors, la pluie de Paris avait cessé, laissant place à un ciel gris acier qui reflétait parfaitement mon âme. L'air était froid, mordant. J'ai pris une grande inspiration, remplissant mes poumons de cet air libre. Pour la première fois depuis 4 ans, depuis ce maudit jour où Diane avait soi-disant péri dans les flammes, je me sentais lucide. Le brouillard de la culpabilité, savamment entretenu par les drogues que Corentin glissait dans mes repas, commençait à se dissiper sous le choc de la vérité. Je n'ai pas appelé mon chauffeur. Je ne voulais pas voir un visage familier, un espion potentiel payé par mon mari. J'ai marché jusqu'au boulevard et j'ai levé la main pour arrêter un taxi. Le chauffeur, un homme âgé à la barbe grise, m'a regardé dans le rétroviseur avec une curiosité bienveillante. Il a dû voir une femme élégante, vêtue de haute couture, mais avec le regard d'une survivante d'un crash aérien. « Où allez-vous, madame » a-t-il demandé. J'ai hésité. Rentrer dans ce mausolée du 16e arrondissement, rempli de souvenirs toxiques et de mensonges, mais je n'avais nulle part ailleurs où aller, pas encore. Et surtout, il fallait que je sois là quand il rentrerait. Il fallait que je joue la dernière scène de son script avant de commencer à écrire le mien. « Avenue Foch, s'il vous plaît », répondis-je, ma voix se sonnant étrangère à mes propres oreilles, calme et métallique. Le trajet fut long. Paris défilait derrière la vitre, une succession de lumières floues. Je posai à nouveau ma main sur mon ventre, un enfant, mon enfant, et celui de Corentin. L'ironie était cosmique. Il m'avait drogué pendant des années pour m'empêcher de concevoir, pour s'assurer que sa lignée ne passerait que par Diane. Et maintenant, au moment précis où il s'apprêtait à me jeter comme une vieille chaussette, je portais son rejeton. Mais cet enfant ne serait pas un Morel. Il ne porterait jamais ce nom souillé. Il serait un Beaumont. Il serait ma force, mon ancre. Nous sommes arrivés, madame. Je payai en espèces et descendis. L'immeuble en pierre de taille se dressait devant moi, imposant et arrogant. J'entrai, saluant le concierge d'un hochement de tête distrait. L'ascenseur privé m'emmena directement au dernier étage. L'appartement était plongé dans la pénombre. L'odeur de Corentin flottait encore dans l'air, ce mélange de musc et de bois de santal que j'avais autrefois trouvé si rassurant et qui me donnait maintenant la nausée. J'allumai une seule lampe dans le salon et m'assis dans le grand fauteuil en velours, face à la porte d'entrée. J'attendais. Je regardais autour de moi. Sur la cheminée, il y avait une photo encadrée de Diane. Mon père l'avait posée là lors de sa dernière visite, et Corentin avait insisté pour qu'elle reste, pour honorer sa mémoire. Quelle farce macabre. Il devait rire intérieurement chaque fois qu'il passait devant ce cadre, sachant que la morte coulait des jours heureux en Italie avec leur fils, payé avec mon argent. Je me levai, pris la photo et la regardai longuement. Le visage angélique de ma sœur me souriait. Une manipulatrice de génie. Elle avait accepté de vivre dans l'ombre, de passer pour morte, de laisser son propre père dans un deuil dévastateur, tout ça pour l'argent et pour voler la vie de sa sœur aînée. Je n'ai pas brisé le cadre. Je l'ai reposé délicatement. La violence physique était l'arme des faibles. Ma vengeance serait beaucoup plus sophistiquée. Elle serait financière, sociale et totale. Il était 23 heures quand la serrure cliqueta. Corentin entra. Il était ivre de succès et probablement d'un peu trop de whisky. Il jeta ses clés sur la console, desserra sa cravate. Il ne m'avait pas encore vu dans la pénombre. Il sifflotait. Il avait l'air d'un homme qui vient de gagner au loto et qui s'apprête à encaisser le chèque. « Tu es là ?» dit-il en sursautant légèrement quand je bougeais dans le fauteuil. « Je suis là, Corentin. C'est chez moi, après tout. » Il eut un petit rire nerveux, puis se reprit. Il alluma les lumières principales, inondant la pièce d'une clarté agressive. Il me regarda, plissant les yeux. Il devait se demander si j'avais pleuré, si j'étais encore la petite chose fragile qu'il manipulait depuis 4 ans. « Pourquoi tu es dans le noir ? C'est glauque, » dit-il en se dirigeant vers le bar. « Tu n'es même pas venu à la soirée. J'ai dû inventer une excuse. Ma femme est souffrante. Comme d'habitude, les actionnaires commencent à se poser des questions sur ta santé mentale, tu sais. » Il se versa un verre, me tournant le dos. Son arrogance était fascinante. Il se sentait intouchable. « Je suis passé, » dis-je doucement. J'étais au palais Brongniart. Il se figea, le verre à mi-chemin de ses lèvres. Il se tourna lentement vers moi. Une lueur d'inquiétude traversa ses yeux, mais elle disparut aussitôt. Il ne pouvait pas imaginer que j'avais entendu. Pour lui, j'étais trop bête, trop droguée. « Ah bon ? Je ne t'ai pas vu. » « Je suis restée dans l'ombre, comme Diane, » ajoutai-je. Le nom flotta dans l'air pendant 1 seconde. Il me scruta. Avait-il perçu le double sens ? Non. Il but une gorgée, retrouvant son assurance.
Arrête de parler d'elle, ça devient maladif, dit-il avec un faux soupir de lassitude. Il posa son verre et s'approcha de moi. Il s'assit sur la table basse, face à moi, prenant cette pose paternaliste qu'il affectionnait tant. Écoute, Aurélie, il faut qu'on parle, sérieusement. Je t'écoute. Il prit une mine contrite, celle qu'il utilisait pour annoncer les mauvaises nouvelles aux employés qu'il licenciait. Je ne peux plus continuer comme ça. Nous ne pouvons plus continuer. Regarde-nous. Tu es l'ombre de toi-même. Tu es malheureuse. Et moi j'étouffe. Cette maison est devenue un tombeau. Ton obsession pour le passé, ta dépression, ça me tire vers le bas. Il faisait de moi la coupable. Bien sûr. C'était brillant. Alors demandai-je. Alors je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête là. Je veux le divorce, Aurélie. Il l'avait dit. Les mots étaient sortis, faciles, préparés. Je le regardais, impassible. Le divorce, juste au moment où l'entreprise entre en bourse, juste au moment où tu as les pleins pouvoirs. Ça n'a rien à voir avec l'argent, s'exclama-t-il avec une indignation parfaitement jouée. C'est une question de survie. Je veux vivre, Aurélie. Je suis jeune, j'ai de l'ambition. Je ne peux pas passer ma vie à jouer les infirmiers pour une femme qui refuse de guérir. Il se pencha vers moi, essayant de prendre ma main. Je la retirai lentement. Je veux que ça se passe bien, continua-t-il. Je ne veux pas de guerre. Ton père, il comprendra. Il sait que j'ai tout fait pour toi. Je suis prêt à être généreux. Généreux ? Répétai-je. Oui, je sais que tu n'as plus de liquidité, que tes comptes sont vides à force de dons aux œuvres de charité pour expier tes fautes. Je suis prêt à te verser une pension compensatoire. Disons 200 000 euros, pour que tu puisses t'installer quelque part, en province peut-être. Recommencer à zéro. 200 000 euros, c'était le prix d'une de mes voitures. C'était une insulte tellement grotesque qu'elle en devenait comique. Il avait volé mon entreprise qui valait des milliards et il me jetait des miettes en s'attendant à ce que je dise merci. Il attendait des larmes. Il attendait que je le supplie de ne pas m'abandonner, que je m'accroche à ses jambes comme Diane l'avait fait dans la cathédrale. Il avait préparé son discours de consolation, ses phrases toutes faites sur le fait qu'on resterait amis. À la place, je sentis quelque chose monter dans ma gorge, une bulle, une vibration, et j'éclatai de rire. Ce n'était pas un rire hystérique, c'était un rire froid, sec, amusé. Un rire de prédateur qui regarde sa proie s'empêtrer dans ses propres filets. Corentin recula, surpris. « Pourquoi tu ris ? Tu trouves ça drôle ?» Je me levai lentement. Je le dépassais d'une tête avec mes talons, mais à cet instant, j'avais l'impression de le dominer de toute ma hauteur. 200 000 euros, répétai-je en continuant de sourire. C'est touchant, Corentin, vraiment. Tu penses que je vaux 200 000 euros ? C'est une somme raisonnable compte tenu de ta situation, aboya-t-il, perdant son calme face à ma réaction inattendue. Tu n'as plus rien, Aurélie. Tu n'as pas de travail, pas d'actif. Ton père ne te parle plus. Sans moi, tu es à la rue. Je m'approchai de lui. Il recula instinctivement. Il y avait quelque chose de nouveau dans mon regard qu'il ne reconnaissait pas. La femme brisée avait disparu. « Tu crois vraiment que tu m'as tout pris ?» murmurai-je. « Tu crois vraiment que je suis seule ? De quoi tu parles ? Je parle du fait que tu es un idiot, Corentin. Un parvenu. Tu as cru qu'en portant mes costumes et en signant mes contrats, tu étais devenu un roi. Mais tu as oublié une chose. Le pouvoir ne se donne pas. Il se prend. Et tu ne m'as jamais rien pris que je ne t'ai laissé prendre. » Il fronça les sourcils, confus et irrité. « Tu délires. C'est les médicaments. Garde ton argent, dis-je, ma voix devenant tranchante comme un scalpel. Garde tes 200 000 euros. Tu en auras besoin. Pour tes avocats. Mes avocats ? Tu veux me faire un procès ? Avec quel argent ? Et pour quel motif ? Il ricana. Tu vas dire au juge que je suis méchant ? J'ai les meilleurs avocats de Paris. J'ai ton père dans ma poche. Je n'ai pas besoin de juge pour te détruire, Corentin, dis-je calmement. Je vais te laisser profiter de ta victoire ce soir. Savoure-la. Bois ton champagne. Célèbre ton entrée en bourse. Parce que c'est la dernière nuit où tu dormiras tranquille. Je me dirigeai vers la porte de ma chambre. « Où tu vas ?» cria-t-il. « On n'a pas fini. » Je me retournai, la main sur la poignée. « Si, Corentin, on a fini. Depuis longtemps. Ah, et une dernière chose. » Je marquai une pause, savourant l'instant. « Ne ramène pas ta famille ici trop vite. L'odeur de la trahison est difficile à faire partir. » Je vis ses yeux s'écarquiller de terreur. Il comprit que je savais. Peut-être pas tout, mais assez. Je claquai la porte et verrouillai le loquet. Je l'entendis frapper, hurler, puis finalement, le silence revint. Il n'osait pas défoncer la porte. Il avait peur. Pour la première fois depuis 4 ans, Corentin Morel avait peur. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je passai la nuit à faire mes valises, pas pour fuir, mais pour me préparer au combat. Au petit matin, alors que Corentin ronflait sur le canapé du salon, assommé par l'alcool, je quittai l'appartement.
Je pris un taxi pour le quartier du Marais. Je m'arrêtai devant un immeuble discret, sans plaque professionnelle. C'était là que vivait Marc. Marc, l'ancien directeur financier de Beaumont Logistics. L'homme que Corentin avait licencié brutalement dès sa prise de pouvoir sous prétexte de modernisation, mais en réalité parce que Marc posait trop de questions sur les comptes offshore que Corentin commençait à ouvrir. Marc m'était resté loyal. Il m'avait écrit plusieurs fois, mais Corentin avait intercepté les lettres. Je n'avais réussi à le contacter qu'une fois, secrètement, via un téléphone prépayé, il y a 2 ans. Il m'avait dit « Si un jour vous vous réveillez, madame, je serai là. » Je sonnai. L'interphone grésilla. « Oui, c'est Aurélie. Je suis réveillée, Marc. » Le buzzer retentit immédiatement. Marc m'accueillit avec un café noir et un regard inquiet. Il avait vieilli, mais son esprit était toujours aussi vif. Je lui racontai tout. L'entrée en bourse, la conversation entendue, Diane vivante, l'enfant caché, les contraceptifs. Il écouta sans m'interrompre, prenant des notes frénétiques sur un carnet. Quand je finis, il posa son stylo et me regarda avec une gravité solennelle. « C'est pire que ce que je pensais, » dit-il. Il a monté une structure de Ponzi au sein même de la holding. Il a gonflé les chiffres pour l'entrée en bourse en utilisant des sociétés écrans basées à Malte et à Chypre. Ces sociétés sont au nom de prête-noms, mais si on creuse, on trouvera la signature de Corentin. « Tu peux le prouver ?» demandai-je. « Avec les accès que j'ai gardés ?» C'est difficile. Mais il a fait une erreur. Il a gardé votre ancienne assistante, Sophie. Elle est terrorisée par lui, mais elle a accès aux archives physiques. Sophie m'adore, dis-je. Elle fera ce que je lui demande. Il nous faut les preuves de la fraude avant que le cours de l'action ne se stabilise. L'action est à son plus haut historique ce matin. Si on frappe, il faut frapper maintenant. On va frapper, dis-je. Ah, mais pas seulement juridiquement. On va le frapper là où ça fait le plus mal, au portefeuille. Je sortis de mon sac une clé USB. C'était ma seule arme secrète. Une copie de sauvegarde de mes comptes personnels offshore, ceux que mon grand-père m'avait légués et dont ni mon père ni Corentin ne connaissaient l'existence. Il y avait là une somme considérable, suffisante pour mener une guerre. « Je veux que tu vendes à découvert », ordonnai-je. Tout, avec un effet de levier maximum. On parie sur la chute de Morel Group. Marc écarquilla les yeux. C'est risqué. Si l'action continue de monter, vous perdez tout. Elle ne montera pas, dis-je avec un sourire glacial. Parce que dans 3 jours, tout Paris saura que Corentin Morel est un escroc. Les 3 jours suivants furent une chorégraphie millimétrée. J'allais d'abord voir un médecin, un spécialiste à l'autre bout de Paris, sous un faux nom. L'échographie confirma ce que je savais déjà. 6 semaines. Le cœur battait, et, miracle, malgré les substances que Corentin m'avait fait ingérer, le fœtus semblait normal. « C'est un combattant », avait dit le médecin. Je pleurais pour la première fois, de soulagement. Je posai la main sur mon ventre. « Nous allons les détruire, mon petit, toi et moi. » Pendant ce temps, Marc activait son réseau. Sophie, l'assistante, réussit à exfiltrer des copies de contrats frauduleux. Nous avions la preuve que Corentin avait détourné des fonds de l'entreprise pour acheter la villa en Italie où vivait Diane, et pire, qu'il avait falsifié les bilans pour cacher une dette massive. Le 3e jour, le matin de la conférence de presse où Corentin devait annoncer ses résultats trimestriels triomphants, j'étais prête. Je ne suis pas allée à la conférence. Je suis restée chez Marc, devant un mur d'écran. À 8h55, 5 minutes avant l'ouverture de la bourse, un dossier anonyme fut envoyé simultanément à l'autorité des marchés financiers, AMF, au parquet national financier et aux rédactions du Monde, du Figaro et de Mediapart. Le titre du mail était simple. Les comptes fantômes de l'Empire Morel. À 9h, la cloche sonna. L'action Morel Group ouvrit à 150 €. À 9h05, Mediapart publiait l'article en une. À 9h10, la rumeur enflait. Les traders commençaient à s'agiter. À 9h15, l'AMF annonçait l'ouverture d'une enquête pour présomption de manipulation de cours et abus de biens sociaux. Je regardais l'écran. La courbe verte, qui montait fièrement depuis des mois, eut un hoquet, puis elle commença à piquer du nez. Une ligne rouge verticale brutale. 140 €, 120 €, 100 €. Ça marche, murmura Marc, les doigts crispés sur son clavier. Tout le monde vend. C'est la panique. À la télévision, on voyait Corentin sur l'estrade. Il souriait, montrant des graphiques. Il ne savait pas encore. Son téléphone était en mode silencieux dans sa poche. Mais soudain, on vit son attaché de presse se précipiter sur scène, le visage blême, et lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Le visage de Corentin se décomposa en direct.
La caméra fit un zoom impitoyable. La sueur perla instantanément sur son front. Il bégaya. Il essaya de sourire, mais cela ressemblait à une grimace de douleur. « Mesdames et messieurs, il semble y avoir une légère incompréhension sur les marchés. À 9h30, l'action était à 80 €. La cotation fut suspendue automatiquement pour excès à la baisse. Mais ce n'était que le début. Je pris mon téléphone, c'était le moment de l'estocade. J'avais préenregistré une vidéo simple où j'apparaissais sans maquillage, vêtue de noir, le visage grave mais digne. Je postais la vidéo sur tous mes réseaux sociaux, inactifs depuis des années. Dans la vidéo, je disais « Je m'appelle Aurélie Beaumont. Pendant 4 ans, j'ai gardé le silence pour protéger ma famille. Mais je ne peux plus me taire face à la corruption qui ronge l'héritage de mon grand-père. Les documents qui circulent aujourd'hui sont authentiques. Mon mari, Corentin Morel, a trahi la confiance des actionnaires, de mon père et la mienne. Je demande le divorce immédiat et je reprends ma liberté. Je ne serai plus complice. » La vidéo devint virale en quelques minutes. Le hashtag #SageFachChuteMorel monta en tendance numéro 1 sur Twitter France. Je regardais Corentin à la télévision. Il était maintenant assailli par les journalistes. Il essayait de fuir, bousculant les caméras. Il avait l'air d'un rat pris au piège. Mon téléphone sonna. C'était lui. Je laissai sonner. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Puis ce fut le tour de mon père, Henri Beaumont. Je regardais le nom s'afficher. L'homme qui m'avait giflé. L'homme qui m'avait traité d'assassin. Je décrochai. « Aurélie !» hurla-t-il, sa voix tremblant de rage et de panique. « Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as tué l'entreprise. L'action est en chute libre. On perd des millions à chaque seconde. Tu es folle. » Je pris une gorgée de café, savourant son amertume. « Bonjour, père, » dis-je calmement. « Je n'ai pas tué l'entreprise. J'ai tué le cancer qui la rongeait. Corentin est fini. Tu nous as ruinés. Non, père, tu t'es ruiné en faisant confiance à un étranger plutôt qu'à ta propre fille. Mais ne t'inquiète pas. J'ai vendu à découvert. J'ai parié sur la chute. Pendant que tu perds ta fortune, je viens de doubler la mienne. » Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout du fil. « Tu as spéculé contre ta propre famille ? J'ai appris du meilleur, dis-je. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu veux sauver ce qui reste de Beaumont Logistics, tu vas faire exactement ce que je te dis. Sinon, je laisse l'action tomber à 0 et je rachète les miettes pour 1 € symbolique. Tu es un monstre, souffla-t-il. Non, père. Je suis une femme d'affaires et je viens de te faire une OPA hostile. Je raccrochai. Je me tournai vers Marc. Il me regardait avec un mélange de peur et d'admiration. « C'est fait, » dis-je, phase 1 terminée. Mais je savais que le plus dur restait à venir. Diane allait sortir de l'ombre. Elle n'allait pas laisser son rêve doré s'effondrer sans se battre. Corentin était blessé, mais pas mort. Et une bête blessée est toujours plus dangereuse. Je posai la main sur mon ventre. « Accroche-toi, » murmurai-je. La guerre ne fait que commencer. Les heures qui suivirent mon annonce publique furent un chaos médiatique digne d'un tremblement de terre. Le monde financier s'effondrait autour de Corentin. La cotation de Morel Group était suspendue, mais les dégâts étaient déjà irréparables. Mes révélations, corroborées par les fuites de Marc et les documents officiels que j'avais fait parvenir à l'ALMF, avaient créé un tsunami de panique. Les journaux titraient sur l'escroquerie, la fraude boursière et la trahison conjugale. Corentin Morel, le nouveau prodige, était devenu le nouveau paria. J'étais réfugié chez Marc, son petit appartement du Marais étant devenu notre centre de commandement. Le téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Corentin, encore et encore. 20 appels manqués en 1 heure. Ces messages passaient de l'imploration pathétique à la menace hystérique. « Décroche, Aurélie, arrête ta folie. Tu détruis tout. C'est notre vie que tu es en train de brûler. Puis, si l'action tombe à 0, je m'assurerai que tu passes le reste de ta vie en prison. Tu as fait du délit d'initié. » Lancé et enfin, le cri de détresse de l'homme qui perd tout revient. « Je ferai tout ce que tu veux. Tout. Juste, s'il te plaît, enlève cette vidéo et dis que c'est un malentendu. » Je lisais ces messages avec un mépris froid, comme on lit les plaintes d'un parasite que l'on vient d'écraser. Le délit d'initié, il avait raison. Mais je m'étais assuré que Marc opère les transactions via des comptes anonymes complexes. Et les bénéfices que j'avais réalisés en vendant à découvert n'étaient rien comparé à la fraude fiscale massive de Corentin. Il était le criminel, et j'étais l'exécutrice. Je pris mon propre téléphone et envoyai un unique message à Corentin. « Je n'enlèverai rien. Tu as 3 jours pour me donner les coordonnées de Diane et de l'enfant, où je révèle les preuves du faux accident de Nice à la police criminelle. » Ce message-là ne reçut aucune réponse. Le silence me confirma que j'avais touché la seule chose qui lui importait encore, sa liberté. La première attaque coordonnée
vint par un canal inattendu. La famille. Ce soir-là, alors que je travaillais avec Marc sur le prochain communiqué de presse, la sonnette retentit. Sur l'interphone, j'aperçus 2 silhouettes familières. Mon père, Henri Beaumont, et la mère de Corentin, Madame Morel, Bernadette. C'est un coup monté, dis-je à Marc. Ils font le siège. Mon père veut sa fortune. Elle veut son fils. Ne les recevez pas, madame. Ils ne feront que vous manipuler. Au contraire, Marc, je vais les recevoir. Je dois régler la dette avec mon père. Et je dois montrer à Bernadette Morel l'étendue de ma générosité passée pour mieux la lui retirer. J'ouvris la porte de l'appartement. Mon père était soutenu par Bernadette. Il avait l'air dévasté, mais sa détresse était mêlée d'une rage bouillonnante. Bernadette, avec son air de sainte Nitouche, était tout en larmes et en mouchoirs de dentelle. Elle avait un visage de madone qui cachait une cupidité et une hypocrisie sans bornes. « Aurélie !» cria mon père en s'avançant péniblement dans le salon. « Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Retire cette vidéo immédiatement. On parle de milliards. Tu ne peux pas faire ça à ta famille. »« Bonjour père. »« Bonjour Bernadette, dis-je calmement, les invitant d'un geste froid à s'asseoir sur le canapé. Je ne m'assis pas. Je restai debout, les dominant physiquement et moralement. « Aurélie, ma chérie, » commença Bernadette, sa voix tremblante. « Je sais que Corentin a fait des erreurs. Mais c'est ton mari. Un mariage, c'est sacré. Il faut le soutenir, pas le détruire. Pense au scandale. Pense à l'honneur de la famille Morel. » L'honneur de la famille Morel, je laissai échapper un petit rire sec. Parlons de l'honneur. Il y a 4 ans, quand votre fils Corentin était en faillite, quand il venait mendier des fonds auprès de moi, où était l'honneur? Quand vous, Bernadette, veniez me demander de payer vos dettes de jeu et de vous offrir des voyages aux Caraïbes, où était l'honneur? Je pris un dossier mince sur la table et le lançai doucement devant elle. Il glissa sur le bois ciré. C'était une des copies des chèques que j'avais signés pour la famille Morel au cours des dernières années. Vous avez vécu dans le luxe grâce à mon argent, Bernadette. Ne venez pas me parler de moralité ou d'honneur. Vous êtes sa complice. Vous étiez au courant de sa cupidité. Vous l'avez encouragé à me manipuler. Vous avez bénéficié de son escroquerie. Bernadette pâlit, son visage de madone se fissurant. Elle attrapa le dossier, le feuilletant d'une main tremblante. Ce sont des mensonges. Aurélie, je t'ai toujours considérée comme ma fille. Assez, hurla mon père, se levant d'un coup, retrouvant une force inattendue. Il pointa un doigt tremblant vers moi. Je t'interdis de parler à Bernadette comme ça. Elle est venue faire la paix, mais je vois que tu es devenu un monstre. Tu as le sang de Diane sur les mains, et maintenant, tu veux la ruine de ton père. La ruine? Je le regardai froidement. Père, tu es ruiné depuis 20 ans. C'est moi qui ai racheté ton entreprise pour te sauver de la prison. C'est moi qui t'ai gardé comme vice-président par pitié. C'est moi qui t'ai donné une carte bancaire illimitée pour que tu puisses continuer à jouer au golf et à humilier ta propre fille. Je sortis mon propre téléphone. Écoute-moi bien, père. Le temps de la pitié est révolu. À minuit ce soir, j'annule toutes les procurations que je t'ai données. Je coupe les vivres. Je tapai quelques touches sur l'écran. La carte de crédit Black que je t'ai offerte est bloquée. Définitivement. Tu n'as plus accès à aucun compte de l'entreprise Beaumont Logistics. Tu n'es plus vice-président. Ton licenciement prend effet immédiatement. Le visage de mon père devint une mosaïque de choc, de rage et de terreur. Tu ne peux pas. C'est ma vie. Tu me laisses sans un sou? Tu es mon père, dis-je sans émotion. Tu es en bonne santé. Tu as 60 ans. Tu peux trouver un travail. Ou tu peux vivre de ta pension, si tu l'as payée. À partir de maintenant, tu vivras avec l'argent que tu as gagné, et non celui que tu as volé. Il me regarda avec une haine pure, animale. Il leva la main. Je m'immobilisai, les yeux fixés sur les siens. J'attendis la gifle qu'il m'avait déjà donnée pour Diane. Mais cette fois, il n'osa pas. Quelque chose dans mon regard l'en empêcha. C'était la peur de l'inconnu, la peur de l'ennemi qui ne se brise pas. « Tu regretteras ça, Aurélie, cracha-t-il, les yeux remplis de larmes de rage. Tu vas finir seule, misérable, sans famille. Je suis seule depuis que tu as ramené ta maîtresse à la maison, père. Il y a 20 ans. Maintenant, sors, et emmène ton amie avec toi. » Mon père, brisé, se tourna vers Bernadette. Elle était assise là, tremblante, les joues rouges d'humiliation, le dossier de chèque dans les mains. Ils se levèrent, chancelant, et sortirent de l'appartement, laissant derrière eux une odeur de défaite et de champagne éventé. Je me laissai tomber sur le canapé, le souffle court. C'était fait. J'avais coupé les ponts émotionnels. Le passé était un chapitre clos. Mais la guerre n'était pas finie. Elle n'était jamais finie, tant que l'ennemi n'était pas mort. Quelques heures plus tard, Corentin, paniqué par l'isolement et la chute du cours de l'action, rompit le silence. Il appela, non pas avec des menaces, mais avec une nouvelle forme de manipulation.
Diane t'appelle, dit-il, sa voix rauque. Elle veut te parler. Elle veut t'expliquer. Elle est prête à se rendre à la police pour le faux accident, si tu arrêtes la destruction financière. Je pris le téléphone, le cœur battant à un rythme étrange. Diane. Celle que j'avais pleurée, celle pour qui j'avais endossé la culpabilité pendant 4 ans. Pas celui le téléphone, ordonnai-je, et il dit « Ça a dit, j'ai dans sa tasse, ça j'ai là, il y eut un bruissement à l'autre bout du fil, puis la voix que j'avais crue morte se fit entendre. Elle était faible, suppliante. « Aurélie, c'est moi, sœur. » « Ne m'appelle pas sœur, dis-je, ma voix d'une froideur mortelle. Dis-moi où tu es, et dis-moi pourquoi tu as fait ça. » Elle se mit à pleurer, un torrent de larmes artificielles que j'avais tant de fois entendues. J'ai été forcée, Corentin, et papa. Ils m'ont dit que c'était la seule solution pour te faire payer ta froideur. J'étais aussi une victime, Aurélie. Ils m'ont emprisonnée à Nice pendant 4 ans. Je voulais juste l'amour de mon père. J'écoutais son plaidoyer, sa voix se brisant dans le désespoir. Elle était douée, très douée. Elle essayait de déplacer le poids de la trahison, de me faire croire que nous étions toutes les deux les victimes des hommes. « Arrête de pleurer, » ordonnai-je. « Arrête de pleurer. » Si j'ai sujet que ça tu veux tu mais ça c'est vrai on parle que bon mais si les gens sont voir tu donne-moi rendez-vous au jardin des Tuileries demain après-midi. Si Corentin apparaît, j'envoie le dossier de ta fausse mort à CN. Je raccrochai sans attendre sa réponse. Le lendemain, le soleil brillait sur Paris, un soleil ironique pour un rendez-vous avec la mort. Je me rendis aux Tuileries. Je portais des lunettes de soleil, un trench coat sobre, et surtout mon bouclier d'impassibilité. Marc était en planque, posté à distance pour me surveiller. J'attendis près de la grande fontaine. Les enfants jouaient, les touristes prenaient des photos. La vie continuait, indifférente à mon drame personnel. Puis je la vis, Diane. Elle était différente de l'image figée dans ma mémoire. Elle n'était plus la jeune fille fragile. Elle avait 4 ans de plus. Et l'expérience de la maternité et de la clandestinité avait laissé des traces. Elle était élégante, vêtue de vêtements de marque, mais son visage était tiré, ses yeux cernés. Elle ne ressemblait plus à l'ange innocent. Elle ressemblait à une femme qui a fait des choix terribles. Elle s'approcha, hésitante. « Aurélie » dit-elle, s'arrêtant à quelques mètres. Ses yeux balayaient nerveusement les alentours, cherchant Corentin qui, bien sûr, n'était pas là. « Tu as l'air en pleine forme pour quelqu'un qui est morte depuis 4 ans, » dis-je, ma voix basse et sans chaleur. Elle s'effondra en larmes, ses mains couvrant son visage. C'était son arme favorite, les larmes. « Ma sœur, je t'en prie, je sais que j'ai eu tort, j'étais piégée. Corentin m'a manipulée. J'ai tout fait pour mon fils. Je ne voulais plus vivre dans ton ombre. Ils t'ont dite morte dans un accident de voiture, Diane, dis-je, marchant vers elle lentement. Sais-tu comment j'ai vécu ? J'ai vécu 4 ans sous le poids de la culpabilité d'une meurtrière, celle qui aurait poussé sa propre sœur à la mort. Sais-tu à quel point cela m'a fait mal ? Je suis désolée infiniment. Non, dis-je, tu n'es pas désolée. Tu es désolée d'avoir été rattrapée. Tu n'es pas la victime, Diane. Tu es complice. Tu as joué la morte. Tu as laissé mon père souffrir jusqu'à l'agonie. Tu m'as laissé être manipulée par Corentin, me faire injecter des contraceptifs dans ma nourriture, me faire traiter de vieille femme inutile et stérile. Tu n'es pas la victime, tu es l'assassin. Je m'approchai si près qu'elle sentit mon souffle froid sur son visage. Tu avais un choix. Tu as choisi Corentin plutôt que moi. Tu as choisi l'argent et le mensonge plutôt que la vérité et l'honneur. Alors ne viens pas ici mendier le pardon. Le pardon est un cadeau, et tu n'en es pas digne. Je me reculai, fixant son visage déformé par les larmes. Je me sentais plus forte que jamais. Je ne te livrerai pas à la police. Je ne veux pas me salir les mains, mais je ne pardonnerai pas. Toi et Corentin allez devoir vous débrouiller seuls, désormais. Tu es mon ennemi. Si tu te mets en travers de ma route, je n'hésiterai pas à t'éliminer. Je me retournai et m'éloignai, la laissant seule près de la fontaine, s'affaisser, figure désespérée sous le soleil parisien. La première rencontre était terminée. Le jeu avait véritablement commencé. Après ma confrontation avec Diane,
L'heure des manœuvres psychologiques était révolue. Corentin avait été financièrement paralysé, mais il était encore libre. Diane était effrayée, mais toujours une menace. Mon père était furieux, mais impuissant. Il fallait achever le travail. J'étais passé de la posture défensive de la victime à celle offensive du prédateur. Avec Marc, nous avions passé les jours suivants dans un état de fièvre calculée. Nous avions continué de distiller les preuves au parquet national financier. Non plus les preuves de la manipulation boursière, qui avait déjà fait chuter le titre, mais celles de la fraude lourde et systématique, les comptes de blanchiment d'argent à Malte et aux îles Caïmans, les transferts illégaux vers des sociétés écrans contrôlées par Diane, et pire encore, la preuve que les fonds destinés à la prétendue indemnisation des victimes d'un accident de l'entreprise avaient servi à acheter la villa de Nice où Corentin cachait sa famille morte. Chaque dossier envoyé était une balle tirée. Chaque article de presse révélant un nouveau pan de son empire corrompu était un pas de plus vers sa tombe légale. Je sentais mon pouvoir croître à mesure que le sien s'effritait. La haine était un moteur extraordinaire, plus puissant que n'importe quel stimulant ou drogue. Elle affûtait mon esprit et me permettait de dormir. Je dormais du sommeil léger et intense de la chasseuse qui guette sa proie. Corentin, de son côté, jouait son va-tout. Son monde s'écroulait, et comme tout homme acculé, il devenait violent et imprévisible. Il avait compris qu'il ne pouvait plus me toucher financièrement. Il avait donc tenté de me frapper émotionnellement et physiquement. Il lança une campagne de diffamation dans les tabloïds les plus bas de gamme. Mon ancienne histoire avec ma mère, mon isolement social, mes dépressions passées, tout y était. Il me dépeignait comme une femme instable, hystérique, qui avait inventé une escroquerie pour se venger de son divorce et qui était en fait la véritable responsable de la mort de sa sœur, Diane, dont il était le seul à pleurer la mémoire. « Ils essaient de vous faire passer pour folle. Madame, me dit Marc un matin, me tendant un exemplaire de Paris Scandale où mon visage était barré du titre L'héritière hystérique. Laissez-les faire, répondis-je, buvant mon café noir. Plus ils m'attaquent, plus ils prouvent qu'ils sont désespérés. Les juges liront les dossiers financiers, pas les magazines People. Je suis en train de les forcer à la faute. La faute vint rapidement, mais elle fut physique. Corentin avait réussi à localiser Marc. Une tentative d'intimidation brutale. Un soir, en sortant de son immeuble, Marc fut violemment agressé par 2 hommes de main. Ils ne lui volèrent rien. Ils lui brisèrent juste 2 doigts de la main droite. Le message était clair. Arrête de fouiner dans les dossiers de Corentin. Marc, malgré la douleur, refusa d'abandonner. Ils ont peur, Aurélie. S'ils recourent à ça, c'est qu'ils n'ont plus d'arguments. C'est l'acte de désespoir. Cet acte changea mon approche. Jusque-là, ma vengeance était intellectuelle. Maintenant, elle devenait personnelle. Ils avaient tout un innocent, mon dernier allié. Corentin devait être neutralisé physiquement, non seulement financièrement. Je savais qu'il était acculé. Son passeport avait été saisi. Il était assigné à résidence provisoire dans notre appartement de l'avenue Pessennefoch, en attendant la fin de l'enquête pour fraude massive. Un homme brisé, sous surveillance, mais libre d'agir à l'intérieur de sa cage dorée. J'organisais la confrontation. J'appelais Corentin depuis un numéro prépayé. Je savais qu'il décrocherait, assoiffé de pouvoir et d'information. « Allô ?» Sa voix était rauque, fatiguée. « Corentin, dis-je, ma voix basse et hypnotique. C'est Aurélie. » Il y eut un silence, puis un grognement de rage. « Où es-tu, salope ? Tu as ruiné ma vie. Je vais te retrouver. Et quand je t'aurai... » Tais-toi. Tes menaces sont pathétiques, Corentin. La police est au courant de ton comportement. Je t'appelle parce que j'ai une proposition. Une dernière. Une proposition ? Tu veux que je te paye pour arrêter ? Non. Je veux que tu viennes me voir, seul, à l'appartement de l'avenue Foch. Ce soir, je te donnerai les codes d'accès aux comptes offshore que j'ai utilisés pour vendre à découvert. Tu pourras récupérer une partie de tes pertes. Pourquoi ferais-tu ça ? Demanda-t-il, suspicieux. Parce que je ne veux pas que tu finisses à la rue, Corentin, dis-je, laissant une pointe de fausse tristesse percer dans ma voix. Malgré tout, tu as été mon mari, et je sais que Diane et ton fils ont besoin d'argent. Je te donne une chance de t'en sortir. Je savais qu'il mordrait à l'hameçon. Corentin était obsédé par l'argent, et il était incapable d'imaginer que la bonté ou la pitié puissent être un piège. Il penserait que ma culpabilité ou ma solitude m'avaient finalement rattrapé. « J'arrive, dit-il, le ton déjà plus assuré. « Si c'est un piège, Aurélie, je jure que... » « À ce soir, Corentin. » Je raccrochai. J'avais déjà prévenu la sécurité. Mon ancien appartement était surveillé. Mais cette fois, je n'avais pas besoin de les laisser l'arrêter. J'avais besoin de lui parler, de lui donner le coup de grâce moi-même. Je m'habillai sobrement, mais avec soin. Une robe noire, élégante et stricte.
Je coiffais mes cheveux. Je ne me maquillais pas trop. Je voulais qu'il voie mon visage, mon calme, mon implacabilité. Je me rendis à l'appartement. L'atmosphère était électrique. C'était la première fois que j'y retournais depuis ma fuite. La maison sentait Corentin, le succès et la pourriture. J'ouvris le coffre-fort mural. J'y glissai un petit objet carré. Le talisman qui allait sceller son destin. 1 heure plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit brutalement. Corentin entra. Il n'était plus le Corentin du palais Brongniart. Il était débraillé, mal rasé, les yeux injectés de sang. Il ressemblait à un animal sauvage. La panique et le manque de sommeil lui avaient volé toute son élégance. « Aurélie, cria-t-il, où sont les codes? Donne-moi les codes, tout de suite. » Il s'approcha de moi, menaçant. Je restai assise sur le canapé en velours, imperturbable. « Calme-toi, Corentin, dis-je. Tu es assigné à résidence, tu sais. La violence n'est pas recommandée. » « La violence ?» Il éclata de rire, un son sec et sans joie. « Tu as ruiné ma vie. J'ai perdu des milliards. Je vais aller en prison. Et tu me parles de bonne manière, Tfessili ?» Il se pencha vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Son haleine sentait le whisky et la défaite. « Je te jure, si tu ne me donnes pas les codes, je te brise le cou ici et maintenant. Je te ferai passer pour suicider. » Il tendit la main pour m'attraper. Je ne sciai pas. Je fis juste un léger mouvement de tête vers l'écran plat, au-dessus de la cheminée. « Regarde ça d'abord, Corentin. » Il hésita, déstabilisé par mon calme. Il se tourna vers l'écran. C'était la vidéo en direct du couloir. On y voyait 2 agents de sécurité discrets qui patrouillaient. « Tu es filmé, Corentin. La sécurité de mon père te regarde. Si tu me touches, tu ne vas pas en prison pour fraude. Tu y vas pour agression. » Il laissa tomber sa main, écrasée. Il s'éloigna du canapé, le souffle court. Il s'assit dans un fauteuil, vaincu. « Tu as gagné, » murmura-t-il, la tête dans les mains. « Tu m'as détruit. Tu as ce que tu voulais. Maintenant, donne-moi l'argent. Diane et Léo ont besoin de liquidités. Il faut qu'ils disparaissent à nouveau. Diane est ton fils, dis-je. Ils sont le cœur de toute cette histoire, n'est-ce pas? La seule chose que tu n'as pas pu obtenir avec moi, la fertilité, l'héritier. Tu as cru que j'étais une femme vieille et stérile, tu as cru que tu pouvais me donner des contraceptifs pendant des années et que je n'aurais jamais rien à te reprocher de ce côté-là. » Il releva la tête, il y avait de la méfiance dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu insinues? » ?»« Je n'insinue rien, je constate. Tu t'es moqué de moi, tu m'as humilié, tu as dit à tes amis que j'étais une branche morte. La punition divine pour mon arrogance. » Je me levai lentement, m'approchant du grand meuble en bois. J'ouvris le tiroir du coffre-fort. Je ne pris pas la clé USB. Je pris le petit objet carré. Je revins vers lui. « Tu te souviens, Corentin, les échecs répétés, les nuits où je pleurais, la honte que tu me faisais subir. » Je posai l'objet sur la table basse. C'était une photo, une échographie datant d'1 semaine. Il regarda la photo. Il vit la forme floue, le petit point lumineux, la vie. Il leva les yeux vers moi, incrédule. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est la preuve que tu t'es trompé, Corentin, » dis-je, ma voix tremblante d'une satisfaction froide. « C'est la preuve que tes contraceptifs n'ont pas fonctionné éternellement. C'est la preuve que tu n'es pas le maître du destin. Et c'est la preuve que je ne suis pas stérile. » Il se redressa, la panique se transformant en un déni absolu. « C'est un mensonge, c'est une fausse photo. Tu fais ça pour me faire chanter. Tu l'as adopté. Ou tu as utilisé un donneur. » Non, Corentin, c'est ton sang, c'est ton enfant, le fruit de l'une de ces rares nuits où tu as daigné me toucher, avant que tu ne sois trop occupé à préparer ton retour avec Diane. Je me posai la main sur mon ventre, un geste protecteur, possessif. J'ai 6 semaines, Corentin. Tu vas avoir un autre fils, un beau Montmorel. Il resta bouche bée, incapable de parler. Le choc était total. C'était la destruction de son récit, le démantèlement de sa plus grande insulte. Il avait tout risqué pour un héritier, avec Diane, croyant que je n'en aurais jamais. Et maintenant, son véritable châtiment prenait forme dans mon ventre. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il, se levant d'un bond, son visage verdâtre. « Tu as menti. Tu as menti sur les médicaments. Tu savais. Tu as joué avec moi jusqu'à la fin. J'ai joué avec toi jusqu'à la fin. Oui, confirmai-je. Et tu as perdu, Corentin, parce que tu n'as pas anticipé ma force de caractère. Et tu as sous-estimé ma fertilité. » Je fis un pas vers la fenêtre, regardant les lumières de Paris. L'héritier que tu cherchais, avec tant de zèle, est là, dans mon ventre, mais il ne sera pas le tien. Il sera le mien. Il portera mon nom, mon éducation, mes valeurs. Et il grandira en sachant que son père a été un criminel et un lâche. Tu n'auras aucun droit sur lui. Tu n'auras aucun contact. Tu ne seras qu'une histoire de honte que je lui raconterai quand il sera assez grand. Corentin s'effondra à genoux. La rage l'avait quitté.
Il ne restait que le vide. Il se rendit compte de l'ampleur de sa défaite. L'argent pouvait être récupéré. Le pouvoir pouvait être reconquis. Mais cet enfant était la preuve que son plan était corrompu dès le départ et que son héritage était désormais hors de portée. « Aurélie, s'il te plaît. » Il tendit une main tremblante vers moi. « Je t'en supplie, arrête ça. Pensons à l'enfant, faisons la paix. Je peux encore sauver une partie de ma fortune. Je peux le reconnaître, je peux t'aider. » « Il n'y a plus de nous, Corentin, coupai-je sèchement. Il y a moi et il y a mon fils. Et toi, tu vas aller en prison. » Je pris la clé USB du coffre-fort que j'avais laissé délibérément à sa vue. « Voici les preuves de ta fraude. Elles sont entre les mains des autorités. La seule chose que je peux te garantir, c'est que Diane et ton fils caché ne seront pas poursuivis pour le faux accident. Je ne suis pas un monstre, je ne briserai pas l'enfant. Mais en échange, tu vas faire exactement ce que je te dis. » Je me penchai vers lui, les yeux dans les yeux. « Tu vas disparaître, tu vas signer tous les papiers de divorce sans compensation. Et tu vas rendre à mon père les parts que tu lui as volées. Laisse-moi l'argent, Corentin, je peux en faire quelque chose d'utile. Toi, tu n'es plus bon qu'à pourrir en prison. » Corentin hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues sales. Il était brisé. La vengeance était complète. Après la révélation de ma grossesse, Corentin n'était plus un homme. Il était une masse de chair tremblante. Un trophée pathétique de ma victoire froide. L'enfant, mon enfant, son propre sang que j'allais lui arracher, était le coup de grâce psychologique qu'il n'avait jamais vu venir. Il avait planifié la destruction de ma fertilité. J'avais riposté par la preuve implacable de ma propre force de vie, une force qu'il ne contrôlerait jamais. La capitulation fut rapide et totale. Dès le lendemain de notre confrontation, Corentin avait signé tout ce que je lui avais demandé. Il avait désigné Marc comme son avocat pour la transaction, ne supportant plus de me voir. L'argent, la seule chose qu'il chérissait, il l'avait lâché sans résistance. Il avait transféré les parts de Beaumont Logistics à une nouvelle holding que je contrôlais indirectement sous le nom de ma mère pour éviter toute contre-attaque légale future. Il avait signé l'accord de divorce, renonçant à toute pension compensatoire et à tout droit de visite future sur l'enfant que je portais. L'accord de confidentialité était draconien, le réduisant au silence sur toute l'affaire. Il était vital qu'il signe par volonté libre, même si sa volonté était brisée par la peur de la prison et l'humiliation. « Il a tout signé, madame », m'annonça Marc, les yeux brillants d'une satisfaction vengeresse. « J'ai tout sécurisé. Les actions de la société sont maintenant sous votre contrôle. Corentin est fini. Il ne lui reste que quelques millions sur ses comptes personnels, que je gèle pour les frais de justice. Il est ruiné, déshonoré, et il sera poursuivi par le fisc pour les 10 prochaines années. »« Et mon père ?» demandai-je. Il a renoncé à toute poursuite contre Corentin dans l'espoir de sauver sa propre réputation et d'échapper à l'enquête sur l'utilisation des fonds d'indemnisation. Mais il est désormais sans le sou. J'ai liquidé tous ses actifs. Il ne lui reste que sa maison de campagne, qui est hypothéquée. Je regardais par la fenêtre de mon nouvel appartement sécurisé. Paris, ville de marbre et de trahison. J'avais gagné. J'avais récupéré mon empire. J'étais divorcée, enceinte, riche et libre. Pourtant, le goût de la victoire était amer. La police financière avait finalement fait une descente dans l'appartement de l'avenue Foch. Corentin avait été emmené en garde à vue, mais relâché sous caution en attendant son procès, grâce à l'intervention de son dernier avocat, qui avait réussi à le faire passer pour un homme d'affaires dépassé plutôt qu'un criminel de haut vol. Il était libre, mais son nom était grillé et à jamais. Restait Diane, la seule pièce du puzzle qui n'était pas encore tombée sous le couperet. Elle avait respecté notre accord. Elle n'avait pas contacté la presse. Mais après la capitulation de Corentin, elle n'avait plus de toit, plus d'argent, plus de protecteurs. J'avais l'information qu'elle et son fils étaient rentrés discrètement à Paris, hébergés dans un petit appartement sordide du 18e, financé par les derniers fonds de poche de Corentin. Elle était acculée. Elle m'appela. Cette fois, sa voix téléphonie était dépouillée de toute hystérie, de toute fausse tendresse. Il n'y avait plus que la résignation. « Aurélie, dit-elle, je sais que c'est fini. Je sais que tu as gagné. Je veux juste te parler une dernière fois, pour te dire la vérité, toute la vérité. » « La vérité ?» Je haussai un sourcil. « La vérité, et c'est morte avec toi dans cet accident, Diane. Mais d'accord, je t'accorde 5 minutes. » Nous nous donnâmes rendez-vous dans un café anonyme près de la place de la Bastille, un lieu neutre, loin de nos anciens cercles. Diane arriva seule, son visage pâle et ses vêtements usés. Elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus que la jeune fille fragile que j'avais connue. Elle n'était plus la rivale. Elle était une survivante brisée. Nous nous assîmes à une table dans le fond. Je commandai un thé. Elle, une eau plate.
Le silence entre nous était si lourd qu'il était presque audible. Corentin est en liberté, tu sais, commença-t-elle, fixant la table. Je sais, dis-je, et il sera jugé, mais il a signé tous les papiers. Il ne t'importunera plus. Tu as fait ça pour me protéger, n'est-ce pas, pensez pas? Pour ne pas que je sois poursuivi pour faux et usage de faux. Je l'ai fait pour l'enfant, corrigeai-je. Il n'a pas besoin d'une mère en prison, quelle que soit sa lâcheté. Elle releva les yeux. Il y avait de la douleur, et peut-être une pointe de sincérité. Aurélie, je t'en prie, je n'ai pas le droit de te demander pardon, mais je dois te dire ce que Corentin et papa t'ont fait. C'est plus profond que ce que tu as entendu dans la loge. Elle se mit à parler, et son récit fut un long fleuve amer de trahison. Ce n'était pas juste Corentin, dit-elle. C'était papa, dès le début. Il détestait que tu sois forte, que tu sois plus intelligente que lui, que tu aies réussi à sauver l'entreprise qu'il avait failli couler. Il voulait un héritier, un homme faible, qu'il pourrait contrôler, un fils, et il voulait que tu paies pour avoir chassé maman. Maman, demandai-je surprise, ma mère. Il l'a jetée dès que tu as sauvé l'entreprise. Il ne voulait que moi, une femme fragile, dépendante, qui flatterait son ego. Quand Corentin est arrivé, papa a vu une opportunité. Il a vu comment Corentin te regardait, non pas avec amour, mais comme un distributeur automatique. Elle me raconta comment mon père avait aidé à orchestrer la première scène dans la cathédrale. Il avait menacé de lui couper les vivres si elle ne jouait pas le rôle de l'amante désespérée. Il voulait un scandale pour salir mon nom, pour me faire douter de moi-même. Et l'accident, demandai-je, ma gorge se serrant. La fausse mort? C'était l'idée de papa, avoua-t-elle, les larmes coulant enfin, cette fois de façon incontrôlable. Corentin voulait juste que je parte. Mais papa a exigé que je meure. Il a dit que si j'étais morte en portant le petit-fils qu'il n'avait jamais eu, la culpabilité te briserait. Il savait que ton point faible, ce n'était pas l'argent, c'était le sens de la responsabilité, la culpabilité. Elle me révéla la vérité sur la villa de Nice. Ce n'était pas un lieu de refuge romantique, c'était une prison dorée. Corentin et mon père laissaient l'opinion qu'elle était morte, la confiner là-bas avec son fils pour l'empêcher de parler. Elle était sous surveillance constante, coupée du monde, sans argent, forcée d'élever son fils en secret, pendant que Corentin jouait au mari affligé. J'étais une prisonnière, Aurélie. Corentin me droguait parfois. Pas seulement toi. Il voulait me maintenir dans un état de dépendance et de docilité. Il me disait que tu étais devenue folle, que tu me cherchais pour me tuer. Il me manipulait en me faisant croire que le seul moyen de protéger Léo était de rester morte et obéissante. Je l'écoutais, les yeux secs, le cœur comme de la pierre. Je n'étais pas surprise que mon père soit capable d'une telle bassesse, mais d'entendre la préméditation, la froideur calculée de son plan pour détruire ma psyché, c'était une autre chose. Il voulait que je me sente coupable, assez pour abandonner mon empire et ma vie. J'ai fait une erreur, Aurélie, dit-elle, me regardant avec une expression de désespoir pur. J'ai cru qu'en me soumettant, je gagnerais l'amour de papa. J'ai cru qu'en acceptant de vivre dans l'ombre, je serais enfin celle qu'il aimait. Mais ils se sont servis de moi. Tous les deux, papa, Corentin, nous étions tous les deux leurs marionnettes. Elle tendit la main par-dessus la table. Je ne demande pas le pardon. Je ne le mérite pas. Je demande la compréhension. On a été toutes les deux les victimes de l'ambition et de la lâcheté masculine. On a été toutes les deux blessées par ces hommes. On peut peut-être qu'on peut s'entraider, qu'on peut témoigner ensemble contre eux, qu'on peut se soutenir l'une l'autre. Je retirai ma main juste avant qu'elle ne puisse la toucher. Mon geste était lent, délibéré et d'une froideur absolue. Non, Diane, dis-je, je ne peux pas, je ne veux pas. Elle se figea, le désespoir dans les yeux. Pourquoi? Après tout ce que je t'ai dit? Parce que tu n'es pas ma victime, Diane. Tu es ta propre bourrelle. Je me penchai légèrement. Tu avais un choix, au début. Tu pouvais dénoncer Corentin. Tu pouvais me demander de l'aide. Tu pouvais parler à la police quand tu étais morte dans cette villa. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi de jouer leur jeu. Tu as choisi de blesser ton père et de me laisser souffrir de la culpabilité pour obtenir une place. Tu as choisi de vivre dans le mensonge, dans l'ombre et dans la trahison. Je marquai une pause, fixant la petite marque de café sur la table. Je ne te pardonnerai jamais pour les 4 années où j'ai cru avoir envoyé ma sœur enceinte à la mort. Je ne te pardonnerai jamais pour m'avoir laissé douter de ma santé mentale, pour avoir laissé Corentin me droguer et me dire que j'étais stérile. Ce sont des crimes contre l'esprit, dit Anne, et ils sont impardonnables. Mais je suis ta sœur, protesta-t-elle, sa voix se brisant. On est la même famille? Non, nous ne sommes pas la même famille. Tu es une Beaumont-la-Montagne. Je suis Aurélie Beaumont. Et tu es la raison pour laquelle j'ai appris la chose la plus importante de ma vie. Ne jamais laisser personne prendre ma place, mon héritage ou ma valeur.
J'ai appris à m'aimer quand vous m'avez tous forcé à me détester. Et c'est la seule chose pour laquelle je te dirai merci. » Je me levai. Je jetai quelques billets sur la table pour payer mon thé. « Je t'ai dit la vérité, Diane. Je t'ai écoutée. Je ne témoignerai pas contre toi. Mais je ne t'aiderai pas non plus. Tu es libre. Tu es vivante. Maintenant, vis avec tes choix. Ne reviens jamais dans ma vie. » Je m'éloignai, la laissant seule, effondrée sur la banquette. Le poids de son mensonge était plus lourd que le poids de ma colère. Quelques jours plus tard, Corentin, libéré sous caution, était un homme en quête de destruction. Il avait tout perdu, y compris l'amour de Diane, qu'il avait quitté pour toujours après notre rencontre, et l'estime de mon père, qu'il avait dénoncé à la police pour tenter de sauver sa propre peau. Il errait dans Paris, un fantôme cherchant sa fin. Je savais que son chaos finirait par nous toucher, car un homme brisé et sans espoir est la menace la plus dangereuse qui soit. Il n'avait plus rien à perdre. J'étais assise dans mon bureau, à la tête de mon empire. Mon père était en faillite quand il était en... Corinna, Constantine et c'était quand on était anéanti, les indigénants entendu, Diane était hors de ma vie. Je prenais une gorgée de ma tisane apaisante, regardant le dossier sur mon bureau, les premières photos de mon ventre qui commençaient à s'arrondir doucement. J'avais gagné, mais je n'avais pas la paix. Le téléphone sonna, c'était l'hôpital. « Madame Beaumont, c'est le service des urgences du CHU Necker. Nous avons un patient, Corentin Morel. Il a eu un très grave accident de voiture. Mon sang se glaça. L'accident. Le destin se moquait de nous. L'ironie était complète. Le téléphone de l'hôpital résonna dans le silence clinique de mon nouveau bureau. C'était la dernière pièce du puzzle macabre. Corentin, l'homme qui avait simulé la mort de ma sœur, était désormais confronté à la sienne. L'ironie du destin était une maîtresse cruelle, mais parfaitement juste. J'écoutais la voix du médecin, détaché, professionnel. Accident de voiture, choc frontal violent sur la 6, traumatisme crânien, multiples fractures ouvertes. Il nécessite une intervention chirurgicale immédiate, y compris, potentiellement, une amputation. Nous avons besoin d'une autorisation immédiate de la famille ou d'un proche. Je me suis levée, ma main se posant instinctivement sur mon ventre légèrement arrondi. Je n'étais plus la femme isolée, manipulée par la culpabilité. J'étais la protectrice, la fondatrice d'une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie exigeait la clarté. Je me suis rendue à l'hôpital Necker. Le trajet fut un silence glacial. Je n'avais pas pleuré. Je n'avais pas tremblé. J'étais en mission, et cette mission était la justice finale. La vengeance était un feu, mais la justice était une glace. L'odeur d'antiseptique et de désespoir m'accueillit dans le service des urgences. C'était l'odeur de la déchéance, le lieu où la puissance et l'argent ne valaient rien. Ils étaient là, tous, une triade de misère. Diane, assise sur une chaise en plastique, le visage ravagé par les larmes, les mains serrées. Sa posture n'était plus celle de l'actrice fragile, mais celle de la femme qui voyait son dernier rempart s'effondrer. Elle m'aperçut et se leva d'un bond, l'espoir fugace dans ses yeux. À côté d'elle, Bernadette Morel, la mère de Corentin. La madone hypocrite était en pleine hystérie, sa manucure abîmée par les pleurs. Elle m'avait traité de monstre, elle venait maintenant implorer mon aide. Et enfin, maître Julien, l'ami avocat de Corentin, celui qui avait ri de ma stérilité présumée dans la loge du palais Brongniart. Il était le seul à porter un costume, mais il était tout aussi désespéré, son air de suffisance ayant disparu sous un masque de panique. « Aurélie !» cria Diane, se jetant à mes pieds. Elle attrapa les pans de mon manteau. « Oh Dieu merci, tu es là. Il faut que tu signes. Le docteur a dit qu'il perdait trop de sang. Son bras, il faut amputer pour le sauver. » Bernadette Morel se précipita aussi, me saisissant l'autre bras. « Ma chérie, au nom de Dieu, Corentin est peut-être ton mari. Signe, sauve mon fils, je t'en prie. » Je les repoussai doucement. Je les regardai l'une après l'autre avec un calme qui les fit frissonner. « Je ne suis plus son épouse, Bernadette, » dis-je, ma voix basse et ferme. Les papiers du divorce sont signés. Ils étaient en cours de dépôt au tribunal. Je ne suis plus sa famille légale. « Mais tu es la seule qu'ils écouteront, » s'exclama Julien, l'avocat, s'avançant, son ton pressant. « Le dossier médical est complexe. Il faut un accord familial pour une intervention aussi lourde. Diane n'a pas les droits. Son fils n'a pas d'existence légale. Tu as l'influence. »« Je n'ai qu'une influence morale, maître, » dis-je. Et elle a expiré il y a 4 ans, le jour où j'ai cru que j'avais envoyé ma sœur à la mort. Une infirmière me conduisit dans un petit bureau adjacent. Le chirurgien-chef, un homme fatigué aux yeux perçants, me présenta les faits, avec une froideur objective. « Madame, votre ex-mari, disons, est très mal en point.
L'impact a été terrible, sa jambe droite est écrasée, et nous craignons que les lésions soient irréversibles. Le pronostic vital est engagé sans une chirurgie rapide. Nous devons décider de l'amputation de sa jambe droite pour éviter la septicémie, et il y a de graves lésions internes à stabiliser. Son état est critique. Il me tendit une chemise. Voici les formulaires. En tant que sa femme ou son ancienne femme la plus proche, votre signature nous donnerait le feu vert moral. Son pronostic dépend de la rapidité de l'intervention. Je pris le stylo. Je regardai le formulaire. Le nom de Corentin Morel y était inscrit. Le destin était d'une cruauté exquise. Il me demandait de signer, non pas pour l'épargner, mais pour le mutiler, pour lui laisser une vie de douleur et de dépendance. Il me demandait de redevenir son sauveur, son architecte, celui qui le reconstruirait. Mon esprit fit un bond en arrière, dans le passé. Je revois Corentin le soir de notre mariage, froid et distant. Je me souviens des messages de Diane dans le dos de Corentin. Je revois la seringue remplie de contraceptifs dans le tiroir de sa table de nuit. Les moqueries sur ma stérilité et l'humiliation publique orchestrée par mon propre père. Je me souviens de l'odeur de la haine que j'avais respirée pendant 4 ans. Je n'étais plus là pour sauver qui que ce soit. Surtout pas l'homme qui avait tout volé, tout souillé. Je regardais le chirurgien, les yeux clairs. Je ne signerai pas, docteur. Le chirurgien fronça les sourcils. Madame, vous comprenez la gravité de la situation. Sans une intervention rapide, il va mourir. Je comprends parfaitement, répondis-je. Mais sa vie n'est plus ma responsabilité. J'étais son épouse jusqu'à ce que son escroquerie et sa trahison nous séparent. Je ne suis plus sa gardienne légale ni morale. Je vous demande de faire le maximum pour le stabiliser, comme vous le feriez pour n'importe quel patient non identifié. Mais je ne signerai pas d'autorisation d'amputation. Je posai le stylo, non pas avec colère, mais avec une lassitude froide, et c'était la décision la plus dure, mais la plus juste de ma vie. Je refusai de porter le poids de sa déchéance physique après avoir porté celui de sa déchéance morale. Je sortis du bureau, Diane, Bernadette et Julien se précipitèrent sur moi. « Tu as signé » demanda Diane, haletante. « Non, dis-je, je n'ai pas signé. » Un silence horrifié tomba sur eux. Bernadette se mit à hurler. « Monstre, tu veux la mort de mon fils, tu es pire que le diable. Tu ne lui pardonneras jamais. Tu es une criminelle. » Corentin a fait son propre choix, Bernadette, dis-je, ignorant ses cris. Il a choisi de vivre dans la fraude. Il a choisi de rouler à vive allure dans la nuit, alors qu'il était acculé. Le destin est une conséquence, pas une punition. « Mais il est le père de mon fils !» cria Diane. « Tu ne peux pas le laisser mourir. Il doit payer la pension alimentaire. Il doit être là. »« Il sera toujours là, Diane, » dis-je, pointant l'air autour de nous. « Il sera un fardeau, une cicatrice. Tu as choisi cet homme, tu as choisi le mensonge. C'est à vous de prendre la responsabilité, pas à moi. » À cet instant, la porte de l'ascenseur s'ouvrit, et Henri Beaumont, mon père, fit irruption. Il avait l'air fou, ses cheveux en bataille, le visage violacé. Il venait d'apprendre la nouvelle. « Aurélie » hurla-t-il, se précipitant vers moi. « Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas signé? Corentin est mon unique espoir. Il est le seul à pouvoir m'aider avec l'enquête sur l'entreprise. Si tu le laisses mourir, tu me laisses en prison. » Il me saisit le bras. Je sentis l'odeur rance de sa peur. « Signe tout de suite, espèce de garce égoïste. Signe, je te l'ordonne. C'est le seul moyen de sauver notre nom, notre fortune. » Je me dégageai de son emprise, le regardant avec une pitié froide. « Tu te trompes, père, dis-je. Corentin n'est plus ton sauveur. Il est ta ruine, et tu es déjà en prison. La prison que tu t'es construite, sans argent, sans honneur et sans l'amour de tes filles. » Je sortis mon téléphone et je fis un geste au garde du corps que j'avais posté à l'entrée. « Voici ma dernière action pour toi, père. J'ai un avocat prêt. Il va te représenter dans l'enquête. Mais il n'est pas payé par moi. Il est payé par les fonds de retraite de mes anciens employés, que tu as failli voler. Et je n'attends rien en retour. » Je regardai droit dans ses yeux, lui donnant le coup de grâce final et définitif. « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon père. Tu es un client que je viens d'aider à distance pour mon sens du devoir. Ne me contacte plus jamais. Ne me demande plus jamais rien. Tu vivras avec la honte, comme je l'ai fait pendant 4 ans. La seule différence, c'est que tu ne survivras pas. » Il s'effondra, les mains couvrant son visage, ses sanglots étouffés par ses bras. La déchéance était totale. Il avait perdu le pouvoir, l'argent et l'espoir. Je me détournai de tous, de Corentin l'agonisant, de Diane l'implorante, de Bernadette l'hurlante, de mon père brisé. J'avais fait ma part. J'avais rendu la justice. Je marchais vers la sortie, la lumière crue de la nuit parisienne s'infiltrant par les grandes portes vitrées.
Je sentis un poids se lever de mes épaules. Ce n'était pas la fin de ma colère, mais le début de ma guérison. J'avais cessé d'être la victime, la vengeresse ou la sauveuse. J'étais redevenue Aurélie. En sortant de l'hôpital, je levai les yeux vers le ciel de Paris. Les nuages avaient masqué les étoiles. Il n'y avait pas de fin heureuse hollywoodienne, seulement la réalité brute et imparfaite de la survie. Je posai ma main sur mon ventre, mon fils. Il était ma seule vérité, ma seule nouvelle famille. Tu auras une autre vie, mon chéri, murmurai-je. Une vie sans leurs ombres. Une vie où tu sauras toujours ta valeur. Je montai dans la voiture et je demandai au chauffeur de me ramener chez moi. J'avais quitté l'hôpital dans la nuit, laissant derrière moi le chaos, les cris et les suppliques. Ma décision de ne pas signer les papiers d'autorisation pour l'opération de Corentin n'était pas un acte de haine, c'était un acte de libération. Je refusais de redevenir la déesse de sa survie. Son destin ne m'appartenait plus. Il était tombé entre les mains de l'imprévu, le seul juge véritablement impartial. Les nouvelles me parvinrent par l'intermédiaire de Marc. Corentin avait survécu. Les chirurgiens avaient réussi à le stabiliser, mais il était désormais un homme lourdement handicapé. L'amputation de la jambe droite avait été jugée nécessaire, et ses blessures internes, combinées au choc crânien, lui laissaient une incapacité permanente, tant physique que cognitive. Il était sorti de l'urgence, mais il était entré dans une lente interminable d'échéances. Il n'était plus le prédateur élégant, le génie de la finance. Il était un fardeau, une épave alitée, dont le pronostic de rétablissement complet était nul. La loi, elle, ne dormait pas. L'accident, tragique et ironique, avait finalement accéléré la machine judiciaire. Corentin ne pouvait plus se défendre efficacement. Les preuves massives que j'avais accumulées devinrent le pilier de l'accusation. Le parquet national financier déposa des chefs d'inculpation pour fraude organisée, blanchiment d'argent à grande échelle et manipulation de marché. Son empire, Morel Group, fut placé en liquidation judiciaire forcée. L'entreprise que j'avais aidé à bâtir, celle qu'il avait volée, s'écroula dans une tempête de dettes et de scandales. Je regardais les reportages télévisés sur la faillite avec une distance clinique. Il ne restait rien, sinon des papiers déchirés et des promesses brisées. Mon père fut la deuxième victime de cette justice systémique. Henri Beaumont fut mis en examen pour complicité d'abus de biens sociaux et pour entrave à la justice. Les enquêteurs avaient rapidement découvert son implication dans l'orchestration du faux accident de Diane et son utilisation illégale des fonds de l'entreprise. Sans l'argent de Corentin, sans mon soutien, il était nu, vulnérable et acculé. Je ne lui rendis pas visite. Je ne lui écrivis pas. J'avais coupé le lien. Mon geste à l'hôpital, le fait d'avoir organisé sa défense juridique minimale tout en lui retirant mon amour, était mon dernier adieu. Il devait faire face seul à la solitude et à la déchéance, le même châtiment qu'il avait si soigneusement planifié pour moi. Diane fut aussi contrainte de se présenter devant la justice. Elle fut entendue en tant que témoin, puis mise en examen pour falsification de documents d'état civil et complicité de fraude, en lien avec sa prétendue mort et la dissimulation de son fils à l'étranger. Bien qu'elle ait plaidé la contrainte et l'emprisonnement psychologique, le fait qu'elle ait accepté de vivre dans le mensonge pendant 4 ans pour l'argent de Corentin pesait lourd dans la balance. Elle avait choisi son rôle, et elle devait désormais en payer le prix légal. Je passai les mois suivants dans une retraite volontaire. Le procès de Corentin et de mon père se déroula dans un tumulte médiatique que je suivis de loin via les résumés fournis par Marc. Corentin comparut, cloué à son fauteuil roulant, le visage émacié, ne ressemblant plus qu'à une caricature de l'homme puissant qu'il avait été. Sa défense s'articula autour de son incapacité physique et de sa prétendue innocence, mais face à l'énormité des preuves, le jury ne fut pas dupe. Le verdict tomba avec la froideur des lois françaises. Corentin Morel fut reconnu coupable de l'intégralité des charges de fraude. Il écopa d'une lourde peine de prison qui, compte tenu de son état de santé, se transformerait probablement en assignation à résidence dans un centre médicalisé spécialisé pour handicapés. Son pouvoir était définitivement anéanti. Il n'était plus qu'une charge pour le système, un homme sans avenir. Mon père, Henri Beaumont, fut reconnu coupable de complicité. Sa peine, bien que plus légère, acheva sa ruine sociale et financière. Il fut condamné à une peine de prison, avec sursis et à une amende colossale, le forçant à vendre sa dernière propriété. Quant à Diane, elle fut condamnée à une peine de prison, avec sursis et à une amende. Elle fut forcée de vivre dans la clandestinité, mais elle était vivante, libre de son enfant, qu'elle élevait seule et loin de Corentin. J'avais été la seule à sortir indemne de cette tempête. Mieux que cela, j'étais sortie plus forte, plus riche et plus juste.
Je me concentrais sur la reconstruction de l'entreprise familiale, désormais appelée Beaumont Renaissance. J'avais liquidé les dettes, assaini les comptes et réintégré les anciens employés loyaux que Corentin avait chassés. Je bâtissais une entreprise basée sur l'éthique et la transparence, le contre-modèle exact de l'empire frauduleux de Corentin. Ma grossesse progressait. Je sentais le mouvement de mon fils, une petite vie qui me remplissait d'une joie simple et pure, que l'argent et le pouvoir n'auraient jamais pu acheter. Je passais de longues heures dans l'appartement familial, celui que Corentin m'avait laissé, mais qui était redevenu le mien, purifié de l'ombre du mensonge. Je méditais sur le chemin parcouru. J'avais été détruite par la trahison de 2 hommes et de ma sœur. Ils m'avaient réduite à un état de culpabilité et de non-valeur. Mais c'était précisément dans ce vide qu'une vérité fondamentale avait émergé. Ma valeur n'était pas définie par leur approbation, ni par ma capacité à enfanter au moment où ils le souhaitaient, ni par mon statut social. Ma valeur était intrinsèque, c'était ma résilience, c'était mon intelligence, c'était ma capacité à aimer sans être assez aimé, et finalement ma force de me relever. J'avais refusé de laisser Corentin prendre ma place dans la vie, et j'avais refusé de laisser la culpabilité de Diane prendre ma place dans ma conscience. Je n'étais plus la femme qui avait besoin de se racheter. J'étais celle qui s'était sauvée seule. Le message était clair, simple et inaltérable. Lorsque la vérité sur la trahison et les secrets est exposée, l'être humain apprend à apprécier sa propre valeur et à ne laisser personne prendre sa place dans sa vie. J'avais perdu mon mari, mon père, ma sœur et 4 années de ma vie. Mais en échange, j'avais trouvé moi-même. Je me suis réconciliée, à distance avec ma mère, qui vivait en Suisse. Elle n'était pas revenue pour le scandale, mais elle m'avait envoyé une lettre. Une lettre de 2 pages seulement, mais remplie de l'amour qu'elle avait toujours eu du mal à exprimer. Elle me disait « Tu es forte, Aurélie, plus forte que ton père. Sois heureuse, ma fille. » Je tenais le monde dans mes mains, non par la force, mais par la compréhension de mes propres limites et de ma propre puissance. Le jour où Corentin m'avait traité de stérile, il m'avait offert le plus grand des cadeaux, le chemin vers ma propre renaissance. Mon fils grandirait dans une maison propre, pleine de lumière et de vérité. Il connaîtrait son père comme une simple erreur dans une équation complexe, mais il n'aurait pas à subir son ombre. Il saurait que sa mère était une survivante, une femme qui avait affronté le destin sans ciller. Le procès était terminé. La faillite était prononcée. Le passé était scellé. Il était temps de vivre. 6 mois avaient passé depuis la descente aux enfers. 6 mois de silence, de reconstruction et de croissance. La rage froide qui m'avait animée pendant la guerre était retombée, laissant place à une sérénité nouvelle, profonde et inébranlable. Mon ventre était désormais rond et imposant, une sphère parfaite contenant le futur, une preuve vivante de la faillite morale de Corentin. Il avait voulu que je sois stérile. J'allais donner naissance à la seule chose qui était totalement mienne, que personne ne pourrait me voler. La justice avait achevé son œuvre. Corentin avait été transféré du centre hospitalier vers une unité pénitentiaire médicalisée. L'homme que j'avais aimé était désormais un prisonnier, handicapé et condamné à une peine de longue durée pour fraude. J'avais reçu les papiers finaux de son avocat. Il avait signé les dernières sessions, ne gardant rien. Il avait payé sa dette. Mon père vivait dans sa petite maison de campagne, loin de Paris, forcé de se débrouiller seul, détesté par le peu de monde qui restait. Il n'était plus le patriarche, mais un homme aigri et seul. Il avait perdu sa place, son pouvoir et la capacité d'aimer au-delà de son propre ego. Je ne l'avais plus revu, mais Marc m'informait qu'il sombrait dans une solitude méritée. Quant à Diane, elle avait été condamnée avec sursis. Elle vivait modestement dans la banlieue parisienne, travaillant dans un petit commerce pour subvenir aux besoins de son fils, Léo. Elle était la plus malheureuse de tous, car elle avait troqué sa liberté et son honneur pour une vie de mensonges éphémères. J'avais respecté ma promesse. Je ne l'avais pas traquée, mais je n'avais pas levé le petit doigt pour l'aider non plus. Elle devait trouver sa propre valeur. Je passais mes journées au siège de Beaumont Renaissance. J'avais redressé l'entreprise sur des fondations saines. J'avais réintroduit l'éthique au cœur des affaires, prouvant qu'on pouvait réussir sans recourir aux méthodes toxiques de Corentin. La reconstruction financière était un reflet de ma reconstruction intérieure. Chaque bilan équilibré, chaque nouveau contrat éthique était une victoire sur le Corentin qui existait en moi. Aujourd'hui, c'était mon dernier jour de travail avant mon congé maternité. La ville s'éveillait doucement sous un ciel d'un bleu pur et froid. J'étais seule dans mon immense appartement qui, après avoir été un mausolée, était enfin devenu un foyer, rempli d'une lumière nouvelle et de l'odeur des fleurs fraîches.
Je me suis approchée du grand balcon, ouvrant les portes-fenêtres sur le vide. Le vent frais de la capitale a balayé la pièce. Je me suis avancée, posant mes mains sur le ventre, sentant mon fils bouger. C'était un mouvement doux, régulier, le rythme inaltérable de la vie. J'ai regardé la ville. Paris, la ville de toutes les trahisons, était aussi la ville de ma renaissance. J'ai repensé au jour de mon mariage, à ma robe de mariée, à cette illusion de perfection que j'avais tant désirée. J'avais cru que le bonheur était une acquisition, un titre de noblesse. J'avais cru que Corentin était l'extension de mon succès, le trophée final. J'avais eu tort. La vraie valeur n'était pas dans la richesse qu'on possède, mais dans l'intégrité qu'on maintient face à la ruine. Corentin et mon père avaient pensé que l'argent et la lignée étaient tout. Ils avaient cru que sans ces deux piliers, je m'effondrerais. Ils s'étaient trompés. Ils ont cherché à me remplacer. C'était le cœur de leur plan. Corentin cherchait une femme plus aimante, Diane. Mon père cherchait un héritier mâle, le fils de Diane. Ils voulaient me réduire à une simple source de financement, une caisse enregistreuse. Mais leur trahison avait été mon catalyseur. J'avais été forcée de me poser la question la plus douloureuse. Qui suis-je, sans le nom Beaumont, sans l'entreprise, sans l'amour d'un homme? La réponse était puissante. Je suis Aurélie Beaumont. Et c'était plus que suffisant. Le jour où Corentin m'avait traité de stérile, il avait voulu me priver de mon statut de femme, de ma capacité à laisser une trace. Mais cette humiliation avait déclenché une réaction chimique en moi. La vie, défiant ses poisons, avait pris racine. La naissance de mon fils serait le symbole le plus fort de ma victoire sur sa cruauté. Il n'était pas un héritier. Il était la preuve de ma souveraineté sur mon propre corps et mon propre destin. Je me suis souvenue de la conversation avec Diane, de ses larmes, de son plaidoyer pour la compréhension. Elle avait dit qu'elle était victime de la lâcheté masculine. J'avais refusé de la pardonner parce qu'elle avait fait le choix de la manipulation au lieu de la vérité. J'avais choisi mon chemin seul, et elle devait choisir le sien seul. C'était la véritable justice. Assumer ses choix sans chercher de bouc émissaire. Je regardais les cicatrices laissées par la guerre. La cicatrice sur l'entreprise, désormais en voie de guérison. Les cicatrices sur mon cœur, qui avaient durci la peau, mais rendu l'âme plus forte. Je n'étais pas devenue plus douce. J'étais devenue plus juste. Je n'étais pas devenue plus aimable, mais j'étais devenue plus digne d'amour. J'avais appris à séparer l'amour de la possession. Corentin m'avait possédée. Il ne m'avait jamais aimée. Mon père m'avait possédée pour mon nom et ma réussite. Il ne m'avait jamais aimée pour moi-même. Mon fils, lui, serait aimé sans condition. La vraie valeur n'est pas ce que l'on reçoit, mais ce que l'on est prêt à donner, et plus important encore, ce que l'on refuse de laisser prendre. J'avais refusé de laisser mon honneur, mon entreprise et mon futur être pris. J'ai fermé les yeux, sentant le soleil matinal réchauffer mon visage. Je n'avais pas besoin de vengeance, le destin l'avait accompli pour moi. J'avais simplement remis les choses à leur place. Corentin avait trouvé la ruine qu'il cherchait. Mon père, la solitude qu'il méritait. Et moi, j'avais trouvé la liberté. Je me suis dite à moi-même, à voix basse, comme une promesse gravée dans le marbre. Ils ont cru prendre ma vie, mon avenir, ma valeur. Mais en me forçant à tout perdre, ils m'ont forcé à me retrouver. Je suis la seule à définir qui je suis. Je suis la seule à définir mon destin. Personne ne prendra ma place. Jamais. J'ai rouvert les yeux. Le vent frais de Paris a soulevé mes cheveux. Le monde s'ouvrait devant moi, non pas comme une bataille, mais comme une toile vierge. Le futur m'attendait, et il était lumineux.